Merci. Merci. Oui, alors merci Pierre-Yves, bien sûr. Mais effectivement, c'est une conférence importante à plus d'un titre, hein, déjà pour l'intéressé, pour nous aussi. Il y a déjà eu une conférence il y a quelques années dont vous pouvez trouver la vidéo sur le site d'ailleurs sur ce sujet de la guerre 7 ans, mais c'est un sujet tellement énorme qu'on peut toujours en rajouter. Et parce que d'une part, il est d'une grande complexité, ce que vous allez entrevoir ce soir d'ailleurs, et puis son importance, déjà rien que le titre qu'on vous a donné ce soir, que vous avez vu sur le petit prospectus, ça signe le fait que pour les siècles qui allaient suivre, la mondialisation serait anglo-saxonne. C'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, hein, et depuis déjà longtemps. Puisque, par exemple, même nos grands-parents ont connu ça. Ça remonte à loin, hein, donc, vous voyez, ça a facilement 2 siècles et demi maintenant. Parce que, comme je le dis souvent, tout le monde a tendance à croire que le grand siècle de gloire de l'Angleterre, c'est l'ère victorienne, c'est-à-dire le 19e siècle, juste après. Mais en fait, quand on regarde bien, l'ère victorienne, c'est déjà le début de la décadence de l'Empire britannique, hein. C'est déjà le début. Le vrai grand siècle de gloire de l'Empire, de la puissance anglaise, et ça tous les historiens le reconnaissent, c'est le 18e siècle. Non seulement d'un point de vue impérial, c'est-à-dire planétaire, d'un point de vue militaire et surtout naval, mais également d'un point de vue économique, puisque c'est à la fin du XVIIIe siècle que l'Angleterre va commencer la révolution industrielle, c'est-à-dire 50 ans avant le reste de l'Europe. Ils sont vraiment en avance. Leur victoire, quelque part, ça me fait mal de le dire, hein, mais ils l'ont pas volée. Voilà, donc ensuite, c'est aussi parce que c'est la vraie Première Guerre mondiale, et ça, il y a plein d'historiens qui aujourd'hui le reconnaissent. Même si avant les conflits précédents allait dans cette direction, hein, bien sûr. Il y a jamais de rupture brusque en histoire. Hein, c'est pas parce qu'on dit l'époque moderne commence en 1492 avec la découverte de l'Amérique que en 1492 le 12 septembre à 14h30 les gens cessent d'être au Moyen-Âge, hein, ça fonctionne pas comme ça, l'histoire. Ce sont des flous, comme sur un spectre de couleurs, vous savez les couleurs qui, au bout d'un moment, elles se fondent, on voit pas où la vraie démarcation se fait, mais justement, la vraie démarcation, on la proclame, a posteriori, toujours, de façon artificielle, toujours, bien sûr, et, en prenant un élément qui, grâce à notre recul, nous permet de dire que là, c'est plus important encore, quantitativement et ou qualitativement, que ce qui précédait, hein, pour répondre un petit peu à ta question de l'autre jour. Et puis, accessoirement, non pas au niveau mondialisation, mais pour la France, la guerre de 7 ans, c'est important, parce que on peut dire, et ça, là aussi, il y a pas mal d'historiens qui le pensent, qui le disent pas trop, mais qui le pensent. Je le sais pour en avoir discuté avec eux, qu'on n'aurait pas perdu la guerre de 7 ans, il n'y aurait pas eu de Révolution française. C'est-à-dire qu'on se serait, et ça c'est un républicain qui vous parle, hein, on se serait épargné la Révolution française. Parce que j'ai beau être républicain et tout ce que vous voulez, je sais très bien qu'une révolution, c'est toujours une catastrophe. Toujours, pour les gens qui y vivent, pour les gens qui la font, pour les gens qui la subissent, pour tout le monde, hein, c'est de la violence, une révolution, toujours. C'est pour ça que comment dire, les gens qui ah ouais, vive la révolution, vivement qu'elle arrive, quelle exaltation, ça va être chouette et tout. Non. Il y a peut-être un petit moment d'exaltation qui dure 48 heures, mais ça va pas tellement plus loin en général.
Bref. C'est essentiellement à cause de la dette que la France a contractée et de l'état de ses finances au sortir de cette guerre, parce que les guerres modernes, la guerre ça coûte toujours cher, mais alors plus on s'avance dans le temps, plus les guerres coûtent cher. Ne serait-ce que parce que, 1, les armements sont de plus en plus chers, 2, ils sont de plus en plus nombreux, et 3, les effectifs sont de plus en plus nombreux, effectifs qu'il faut payer, qu'il faut loger, qu'il faut nourrir, qu'il faut vêtir, etc., etc. Bon. Ça, c'est des choses qu'il faut toujours bien garder en tête. Et vous se rajoutez à ça le fait que les guerres sont de plus en plus longues. On sait quand on les commence, on sait jamais quand on les finit. Et la guerre, c'est toujours long. Ce que je disais pas plus tard qu'hier sur ma page Facebook, où je me suis un petit peu accroché avec un copain. Ouais, les Russes ils font chier. Comment ils ont toujours pas gagné leur guerre en Ukraine. Je lui dis écoute, la guerre c'est pas du blitzkrieg. Contrairement aux conneries qu'on a mis dans la tête de beaucoup de gens, qu'il peut y avoir des blitzkrieg, des guerres faciles à 0 mort en plus. Qui dure quelques jours ou quelques semaines, c'est pas vrai. Il y a des exceptions. Il y a eu des exceptions. Il y en aura de moins en moins. Hein. La guerre, c'est long, c'est lent, ça coûte cher et ça fait beaucoup de morts. Surtout les bateaux. Hein ? Oui, alors bon, a fortiori quand c'est des guerres navales, mais ça, on va le voir d'ailleurs. Mais bon, donc voilà. Ça, c'est le contexte pour vous situer l'importance du sujet. Alors, Arnaud Breton, c'est un copain que j'ai fait venir au Cercle parce qu'après avoir longuement discuté avec lui, notamment de la guerre de 7 ans, mais pas que, je me suis dit que ça serait dommage de laisser son savoir inemployé. Alors, il n'est pas totalement inemployé parce que il a une page web, une grosse page web qui est très intéressante. Vous pouvez lui demander l'adresse de cette page web tout à l'heure. Je vois qu'il y a des amateurs d'art dans les de grande musique dans les voitures. Ça fait plaisir de savoir que le goût de la culture ne s'est pas perdu dans notre beau pays. De la vraie grande culture, j'entends, bien sûr. Bref, c'est un blog, pas un blog d'ailleurs, une vraie page web d'histoire sur la guerre de 7 ans, mais avec des pseudopodes sur d'autres sites web que tu tiens également et sur d'autres sujets. Mais celui sur la guerre de 7 ans est formidable, il est long, il est plein de détails, il y a des illustrations, des cartes et tout, c'est d'une richesse inouïe. Et ça mérite vraiment en plus une formidable leçon d'histoire. La guerre de 7 ans en soi. Parce que ça concerne tous les domaines. Effectivement, militaire, naval, diplomatique, politique, économique, colonial, technologique, tout y est, et c'est ça qui est formidable d'ailleurs avec l'histoire des guerres, ça permet de toucher à tout. Vous pouvez faire une histoire du vêtement à partir de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez faire une histoire de la sexualité à partir de l'histoire d'une grande guerre. Vous pouvez faire de l'histoire des mœurs. Vous pouvez faire de l'histoire de la cuisine à partir des guerres. Vous pouvez faire tout. Aussi bien de ces petits micro-sujets, comme on dit, qui sont en lien avec notre vie quotidienne, qu'avec les grands sujets, entre guillemets, que sont la géopolitique et tout ça. Hein. Bien. Alors, Arnaud, pour continuer à le présenter, c'est un historien amateur. Et c'est pas du tout une expression dépréciative ni méprisante dans ma bouche. Historien amateur, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'a pas le blanc-seing des diplômes universitaires. Voilà, et il peut pas, il n'a pas les qualifications requises, enfin les papiers requis pour enseigner. Pas en histoire, en tout cas. Pas en histoire, voilà, oui. Mais
D'une part, les historiens amateurs, il y en a toujours eu. Certains sont très bons, certains sont très mauvais, mais chez les historiens professionnels aussi. Donc, de ce côté-là, je ne m'inquiète pas. Et de nos jours, les historiens dits amateurs ont été à la base de tout un tas de progrès historiographiques, aujourd'hui reconnus, y compris par des historiens universitaires. Je vois dans mon domaine d'origine, qui est l'histoire de la guerre, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est mon sujet sur lequel j'avais commencé à travailler, mon sujet noyau en quelque sorte. Je vois que les groupes d'historiens amateurs qui font des groupes dits de reconstitution historique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu, qui s'habillent comme à l'époque, qui trouvent des armes comme à l'époque, là dans le cas qui nous concerne, qui étudie même l'escrime et l'emploi des armes comme à l'époque, ont fait faire des progrès gigantesques aux historiens. Gigantesques parce ça paraît tout bête, mais moi, un ami historien universitaire, tout ce qu'il y a de respectable, m'a dit un jour, mais moi, si j'avais pas été un jour à un week-end organisé par des reconstituteurs qui m'avaient invité, moi qui parle des armées du XVIe siècle et des guerres du XVIe siècle en Europe, j'aurais jamais su, je me serais jamais parfaitement représenté, je le savais en théorie, mais je ne savais pas concrètement ce que ça voulait dire, quel était le poids d'un mousquet ou d'une arquebuse. Et qu'est-ce que ça fait dans l'épaule quand on tire avec? Vous voyez, ça paraît tout bête, mais déjà, ça change la perspective de l'historien. Bon, qu'est-ce que ça fait d'être en armure complète? Est-ce qu'on peut vraiment bouger? Est-ce que c'est si lourd que ça? Non. On a des photos dans des groupes de reconstitution de gars qui sont en armure complète de la fin du XVe siècle et qui font la roue. Vous voyez, c'est... Petite parenthèse sur ce sujet, il y a autour de la chaîne YouTube Sur le Champ, ils ont constitué un gros projet pour reconstituer le combat hoplitique et voir notamment en conditions réelles, tu vois, comment ça se disperse et la suite. Et il y en a une très bonne aussi qui s'appelle le Lys sous l'érable, qui fait carrément la reconstitution justement des troupes de la marine et des milices canadiennes pendant la guerre de la guerre de 7 ans. Non, mais maintenant il y a des groupes de reconstitution sur tout. Alors au départ, ça a commencé les groupes de reconstitution il y a 30-40 ans dans le monde anglo-saxon avec des gens qui, comme par hasard, faisaient beaucoup de reconstitution de troupes de la SS, par exemple. Et qui disaient « Ah non, c'est uniquement par goût pour l'histoire. » Ouais. Ça a commencé avec ça. Il y en a encore beaucoup. Je vous rassure, ils existent encore. Mais finalement, il n'y a pas que ça. Comme quoi, à toute chose, malheur est bon. Mais vous avez des groupes de reconstitution sur à peu près tout maintenant, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Alors guerre de sécession bien évidemment, guerre napoléonienne encore plus, antiquité médiévale aussi, mais y compris des guerres inconnues. Aux États-Unis, il y a quelques groupes de reconstitution sur la guerre hispano-américaine de 1898. Vous savez, quand les Américains sont emparés de Cuba, Porto Rico et les Philippines, par exemple. Bon, il y a des groupes de reconstitution sur à peu près tout. J'ai vu récemment que même dans des pays non occidentaux au sens premier du terme, j'ai vu qu'au Mexique existait des groupes de reconstitution, alors soit d'escrime coloniale telle que se pratiquait dans le Mexique du XVIIIe et XIXe siècle, soit il y en a certains même qui ont commencé à créer des groupes de reconstitution des armées aztèques. Ce que je trouve extrêmement intéressant. Ne serait-ce que si on veut étudier les armes de cette époque.
Il y a des groupes de reconstitution, je vous dis d'à peu près tout maintenant, peu importe. Mais ça, c'était un méga exemple pour vous dire que les historiens amateurs, à la base, s'ils font bien leur boulot, ils peuvent apporter des choses, beaucoup de choses. Beaucoup il y en a certains qui explorent même les archives et qui ont découvert par les... Absolument, absolument, parce que c'est ça que je veux dire quand je dis que ceux qui font bien les choses. C'est-à-dire que ceux qui font leur boulot quasiment comme des historiens professionnels. Ils vont dans les archives, ils lisent le max de bouquins, ils s'informent par exemple sur le type de tissu qu'il faut employer pour reconstituer je sais pas moi, une paire de poulaines médiévales ou pas de poulaines, c'est du cuir, mais enfin un pourpoint ou des choses comme ça, ou une toge romaine, c'est vraiment du super boulot, parce que souvent ils sont un peu frappadingues, un peu dingues et tout, mais dans le bon sens du terme, et ils font leur boulot à fond. Bien, ça c'est un premier exemple. Ensuite, les historiens amateurs, je pense aussi, ils sont encore plus sérieux, encore plus rigoureux intellectuellement, et y compris sur les questions théoriques et conceptuelles, ils peuvent aussi, potentiellement, compenser les manques et les défauts de plus en plus grands de l'université officielle. Parce que l'université officielle, tout au moins en Occident, elle est de plus en plus politiquement correcte, elle est de plus en plus contrôlée. Vous pouvez plus dire quelque chose qui ne soit pas dans la ligne du politiquement correct et dans la ligne occidentale sans avoir des ennuis, et souvent pas forcément de la part de votre hiérarchie, mais de la part de vos collègues qui font des pétitions pour vous dénoncer ou des choses de genre. Enfin, il y a un côté, il y a une ambiance dans l'université qui est très très proche de ce qu'était l'Amérique de la fin des années 40 avec le maccarthyisme. Vraiment. Très dogmatique aussi. Oui, mais ça s'accompagne, ça fait partie du truc. C'est une ambiance flicarde, c'est essentiellement maccarthiste, et quand c'est avec en plus des dénonciations des étudiants, de vos propres étudiants, c'est une ambiance qui se rapproche même de ce qui était la révolution culturelle chinoise avec les gardes rouges qui dénonçaient leurs parents ou des choses de genre. On s'avance vers des temps pas rigolos du tout. Et le fait qu'il y ait de l'histoire qui veuille faire des choses, alors qui ne rentrent pas dans ce moule, c'est une bonne chose en soi. Alors c'est une bonne chose et c'est en même temps la pire des choses, parce que comme toujours dans ces cas-là, ça peut donner le meilleur mais aussi le pire. Si on prend pas de précautions, si on laisse son esprit vagabonder dans n'importe quel sens et tout ça, ça peut donner aussi des catas. Mais bon, le risque est à prendre. Deux approches sont complémentaires, moi je pense, entre la technique et le passé. Mais bien sûr, fondamentalement. Bien fait, ça se nourrit très bien. Fondamentalement, oui. T'as entièrement raison. Mais maintenant, il faut être conscient aussi de tous les risques, de tous les trucs, les machins et tout. D'ailleurs, les historiens amateurs, ils ont des qualités, ils ont aussi des défauts. Un manque de rigueur, des fois. Ouais, ils ont aussi des défauts au même titre que les historiens professionnels ou tout ça. Rien n'est jamais rose. Bon. Mais voilà, donc je tenais à dire tout ça en introduction un petit peu lourde, désolé. Avant de passer la parole tout simplement au camarade Arnaud Bertrand. Breton. À toi. En tout cas, merci Laurent déjà pour cette belle introduction. Bon, j'aurais envie de rebondir sur plein de trucs, mais tu me connais ma capacité à ouvrir des parenthèses et des parenthèses, donc on va se concentrer. Alors comme l'a dit Laurent, effectivement, ça c'est très important. Effectivement, je suis pas un historien de formation. Moi, de formation, quand même pour situer, je suis un ingénieur en aménagement du territoire. J'ai fait vraiment un parcours scientifique, mais on va dire l'histoire, ça va même au-delà de l'aspect autodidacte, c'est-à-dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. En fait, c'est là où j'ai mis toujours tout mon temps de cerveau disponible. J'avais hésité en terminale entre fac d'histoire géo et maths sup maths spé, ça donne quand même un petit peu une idée. Et au fur et à mesure que j'avais des burn-out dans mon ancien métier, voilà, je suis revenu en fait à ma passion de toujours. Et du coup, effectivement, j'ai créé ce site web de vulgarisation historique. C'est vraiment l'exercice de la vulgarisation historique tel que le font notamment essentiellement les chaînes YouTube par la vidéo en fait. Sauf que moi, je fais le même exercice en fait à l'écrit, par un site web, par des articles et souvent sous format un peu grande série.
Et puis c'est vraiment devenu une espèce de réseau d'articles, en fait, une bibliothèque en fait de connaissances. L'idée étant vraiment d'être moi je suis pas forcément effectivement dans la recherche académique, je me nourris surtout de la littérature académique, mais l'idée c'est vraiment d'être un passeur et vraiment de démocratiser, de rendre accessible des grands publics en fait l'histoire, la connaissance, l'histoire du monde, comprendre et plonger dans le passé pour aussi mieux comprendre le présent, pourquoi le monde est devenu ce qu'il est devenu, pourquoi les gens ont pensé ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. En sortant aussi un petit peu de ce côté, aujourd'hui on est dans une histoire de plus en plus simpliste, pour pas dire binaire, avec l'histoire en noir et blanc, des gentils et des méchants, où on distribue les bons et les mauvais points. Donc l'idée aussi sortir d'appliquer ces lunettes contemporaines à l'histoire, et d'aller vraiment aussi dans le contexte, un peu à la fois dans la complexité de la matière, ces différentes dimensions, tout en essayant d'être synthétique, en essayant aussi d'être agréable à lire. Et finalement l'écriture permet aussi un petit peu de transporter les gens par les mots, l'imagination, avec un gros travail sur les cartes et les illustrations, qui est très complémentaire en fait de la vidéo, qui a aussi ce côté un petit peu saturation d'image, qui permet pas de s'attarder sur une carte, de méditer une citation, mais les deux se complètent très bien en fait entre un site web et des vidéos. D'ailleurs moi dans mes articles je renvoie énormément vers telle conférence, tel podcast. En fait c'est l'avantage du site web, c'est qu'il intègre en fait aussi toute la vidéo. Et moi du coup je me suis finalement pas mal spécialisé de fait, sans avoir cherché, dans ce courant historiographique qui a plutôt émergé au XXe siècle, que les anglo-saxons appellent la world history, en fait, la grande histoire du monde, la macro-histoire, en fait, les grandes dynamiques, les mouvements de fond. C'est presque on prend la Terre en 3D, on met la dimension temps et on regarde en fait comment ces petites fourmis qui sont les hommes, en fait, les civilisations naissent et meurent, les continuités, les ruptures, les grandes dynamiques. En fait, sortir de cette histoire, bon là c'est très école des annales aussi, hein, dates, événements, des histoires comme des diapositives. Puis vraiment aussi articuler tous les aspects économiques, culturels, sociaux, anthropologiques, religieux, se nourrir de plein de disciplines aussi, aller beaucoup sur les aspects, comment la géographie va aussi avoir une grosse influence sur les dynamiques historiques. Et donc un côté un peu touche à tout, hein, déjà de base. Et puis par contre, j'avais toujours eu cette passion du XVIIIe siècle que j'avais pas forcément conscientisé à l'époque. Et finalement, c'est en écrivant cette série sur la guerre de 7 ans et puis globalement c'est cette seconde guerre de 100 ans que j'ai un peu compris en fait finalement pourquoi ça m'avait toujours fasciné depuis toujours. C'est vraiment cette impression qu'en fait au XVIIIe siècle en fait se jouent et se cristallisent des choses fondamentales qui expliquent l'état du monde contemporain. C'est-à-dire que même si on prend par exemple sur la question, le grand siècle, on va dire, de déploiement du libéralisme, c'est le 19e siècle. Mais en fait, finalement, c'est au 18e que se joue, on va dire, par exemple, la bataille des idées du libéralisme, que les choses, en fait, se mettent en place, que des structures, les institutions se mettent en place. Et après, en fait, ça ne fait un peu que dérouler et se déployer. Et en fait, en ça, c'est passionnant de revenir sur le 18e siècle. Après, il y a aussi, ce qui m'a toujours un peu animé, c'est aussi le côté comment on est arrivé à tout ce bordel, hein, comment on est arrivé un petit peu à ce monde actuel merdique en bien des points, comment l'argent est devenu le roi de ce monde, et en fait comment la guerre de 7 ans en particulier, elle est arrivée dans mon radar. En fait, c'est un article Wikipédia sur lequel j'étais tombé en 2019 ou 2020, à ce moment où je revenais un petit peu à ma passion d'histoire, et qui s'appelait en fait Histoire de la marine française sous Louis XV et Louis XVI. Quelque chose d'absolument remarquablement bien écrit par une de ces petites mains anonymes du Wikipédia français, et qui m'a fait en fait réaliser à quel point finalement un truc qu'on n'avait pas appris à l'école et qui était même en partie oublié même par la grande masse en fait de la population française, c'est que la France au XVIIIe siècle a été vraiment une grande puissance maritime, une des 2 puissances mondiales les plus importantes, et vraiment aussi un moment où la France rayonne en fait vraiment, influence à l'échelle du monde, fait partie de ces puissances qui à l'époque écrivent en fait l'histoire du monde, définissent la trajectoire que va prendre le monde. Et c'est aussi le moment de l'époque où peut-être la France a le plus que jamais été vraiment une puissance maritime mondiale. Beaucoup plus en fait pour moi de mon point de vue qu'au 19e siècle. Et en fait la France elle a notamment été on va dire ce qui caractérise vraiment l'époque moderne, c'est le fait d'avoir, c'est une séquence vraiment de mondialisation maritime en fait. Et en fait techniquement, on peut dire qu'il y en a eu 2 successives. La première, c'est vraiment ce qu'on connaît assez bien finalement avec nos cours à l'école, c'est ce 15e, 16e siècle, qui est plutôt une phase vraiment d'exploration, de colonisation, un phénomène vraiment très économique en fait.
où l'idée fondamentalement c'est on n'a pas eu, les Européens n'ont jamais vraiment eu l'intention, en fait, ils sont pas partis pour coloniser de nouvelles terres au départ. Les Européens, les Européens ils prennent la mer pour accéder aux richesses de l'Asie, en fait. Tu l'avais déjà développé aussi, le fait à quel point depuis toujours en fait les Européens regardent vers l'Asie, la Chine et l'Inde, qui sont à l'époque les régions les plus riches et les premiers marchés intérieurs du monde. Et donc l'idée c'est d'abord on veut juste établir une route directe vers cette Asie. Et on va découvrir de nouvelles terres, en fait, sans l'avoir voulu. On va les explorer. Et puis, maintenant qu'on a découvert ça, on va commencer à vouloir peut-être les exploiter. Et donc ça, c'est une première séquence. C'est une séquence vraiment, voilà, de mise en place. Et en fait, ensuite, on va avoir une seconde mondialisation maritime, qui va être le moment où toutes ces colonies qui ont été fondées par toutes ces grandes puissances européennes vont commencer vraiment à prospérer, à se développer, à connaître une énorme croissance. Et donc là, on est dans une phase vraiment d'intensification, d'internationalisation. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le commerce et les productions coloniales vont commencer à exploser. Et donc là, c'est plus du tout forcément la même chose. C'est-à-dire que la première séquence, c'était accéder aux richesses de l'Asie et essayer d'obtenir le monopole commercial sur le commerce asiatique. La seconde phase, c'est vraiment complètement autre chose. Et la France, finalement, qui avait été assez absente, en fait, de cette première séquence, de façon vraiment très, très, très secondaire, elle va se retrouver, pour le coup, à avoir une place absolument centrale dans cette seconde mondialisation maritime, cette époque d'explosion, effectivement, du commerce international, du trafic, des productions coloniales, avec aussi, du coup, des nouvelles matières premières stratégiques qui vont émerger, et où, du coup, des enjeux de contrôle de ces matières premières vont commencer à être de plus en plus prégnants. Et donc voilà, la première, effectivement, truc important, c'est de se rendre compte, en fait, de cette histoire un peu oubliée, en fait, de cette France, grande puissance maritime au XVIIIe siècle. Et l'autre aspect qui en est corollaire, c'est le fait que le XVIIIe siècle, en fait, est structuré vraiment dans toute sa profondeur par la rivalité franco-britannique. C'est-à-dire que le problème qu'on a de l'historiographie, moi, l'idée, c'est que je m'adresse aussi à vraiment un grand public, en fait, à peu près à tout le monde. Donc, je pars aussi de ce qu'ils ont appris à l'école. Et ce qu'ils ont appris à l'école, finalement, il y a comme deux grands géants, en fait, dans l'historiographie française, qui sont le règne de Louis XIV et la Révolution, qui écrase et occulte, même si c'est pas volontaire, à peu près tout ce qu'il y a entre, en fait. Et ce qu'il y a entre, c'est les règnes de Louis XV et de Louis XVI. En fait, on les aborde sur l'aspect vraiment essentiellement de l'idée du mouvement des Lumières, qui est quelque chose de très intéressant dont il faut parler. Mais en fait, on occulte totalement cette France puissance mondiale, en fait, au XVIIIe siècle. Et j'ai perdu mon fil. Et alors, à la fois, effectivement, ce côté France puissance mondiale et le fait qu'on a cette rivalité entre la France et l'Angleterre, un cycle, en fait, de guerre, en fait, pendant de 1688 à 1815. Je vous expliquerai pourquoi je positionne le début de ce grand cycle de guerre franco-britannique en 1688. La guerre va être la norme, en fait, entre la France et la Grande-Bretagne. Et, en fait, va structurer plus que n'importe quel autre sujet les relations internationales, en fait. Alors, je fais une petite parenthèse. Ouais. Attention, en fait, ce dont tu parles, c'est pas la deuxième guerre de 100 ans. C'est ce qu'on appelle la troisième guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Puisque celle qu'on appelle la guerre de 100 ans est déjà la deuxième. Je suis d'accord. Puisqu'il y en a eu une avant, à l'époque, grosso modo, de Philippe Auguste, donc en plein cœur du Moyen-Âge, alors que la guerre de 100 ans tout court, celle qu'on connaît, c'est déjà la fin du Moyen-Âge. En fait, il y a trois guerres de 100 ans. Il y a celle-là, 1688, 1815, en fait. Je suis complètement d'accord. J'ai fait exprès de garder cette guerre de 100 ans parce qu'en fait, la plupart des profanes, entre guillemets, ne connaissent que la guerre de 100 ans, donc je me base sur ça pour dire, c'est la seconde. Mais je suis d'accord avec toi complètement sur un plan plus historiographique, c'est la troisième. Donc cette seconde guerre de 100 ans, effectivement, et qui est vraiment une lutte absolument... c'est une lutte, c'est un aspect complètement... C'est holistique, en fait. C'est vraiment une lutte globale, une rivalité complètement mondiale et qui se décline sur absolument tous les aspects, sur les aspects économiques, commerciaux, diplomatiques, même culturels, politiques. Enfin, la France et l'Angleterre du XVIIIe siècle sont deux puissances complètement presque tout opposées, qui sont très différentes sur plein d'aspects. Et ce qui est super important aussi, c'est que si on veut comprendre, en fait, l'histoire de la France à partir du XVIIIe siècle, on est obligé de s'intéresser à l'histoire de l'Angleterre moderne. Parce que c'est comme deux puissances qui se sont construites à ce moment-là en perspective et en miroir inversé, en fait. C'est un vrai rapport d'amour-haine qui vit entre la France et l'Angleterre à l'époque. Alors pas au niveau des populations, parce que les populations françaises, en particulier les populations côtières, haïssent les Anglais. Bon, les gens du Berry ou de la Nièvre, ils s'en foutent, mais des Anglais.
Mais sur les côtes, les populations côtières haïssent les Anglais. Et pour des raisons objectives, hein, c'est pas des fantasmes. C'est parce que les raids anglais, ils les payent tous les jours, eux. Bon, mais par contre, au niveau de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les élites, y compris les élites moyennes, hein, les intellectuels, les artistes et tout ça, ou la noblesse, sont dans et c'est pareil de l'autre côté, sont dans une admiration pour les Français du modèle anglais, de la vie anglaise, de la mode anglaise, etc. Et pareil en Angleterre vis-à-vis de la France. Hein, c'est très étonnant. Effectivement, depuis Louis XIV, on a ce grand rayonnement de la France sur le plan international. Et de la même façon, le XVIIIe siècle, notamment le mouvement des Lumières, en fait, est aussi héritier finalement aussi de ce mouvement qui naît en Angleterre. Complètement. Et on est fasciné par le modèle anglais, le système politique anglais, et on aimerait bien beaucoup l'importer et l'appliquer en France. Ce qui s'explique aussi parce que la haute noblesse française a de base été plutôt écartée du pouvoir politique en France, alors que en Angleterre, mais je vais revenir un peu sur tout ça, elle est aux manettes en fait, elle est au pouvoir. Juste une parenthèse, je l'ai déjà dit et j'aurai l'occasion de le redire en d'autres occasions, mais de ce point de vue-là, il y a un film qui est sorti dans les années 90, je crois, bien, si je me souviens bien, que je trouve extraordinaire, non seulement comme film, mais également comme outil historique pour comprendre l'esprit de l'époque. Alors au niveau des élites, pour le coup, c'est ce film qui s'appelait Ridicule. Que beaucoup d'entre vous ont vu, c'est un film qui a eu pas mal de succès, avec Bernard Giraudot, Fanny Ardant, tout ça. C'est un film remarquable. D'un point de vue historique, c'est remarquable. Revoyez-le si vous l'avez déjà vu ou visionnez-le pour la première fois si c'est pas encore le cas. Mais vraiment, ça donne un très bon feeling, une très bonne image, une très bonne photographie de ce qu'était le milieu des élites françaises de cette seconde moitié du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution. Voilà. Vous avez Barry Lyndon de Kubrick, qui est très sympa pour voir un petit peu la réalité, notamment des costumes et des armées. Bien sûr. Puis pour l'ambiance aussi, pour le coup, parce que c'est... Et alors là, pour l'ambiance en Angleterre, pour le coup, ce qui est très intéressant aussi. Donc oui, en fait, mon constat de départ, c'était que finalement, de ce qu'on apprend à l'école, finalement, en fait, l'idée qu'il y a une guerre entre la France et l'Angleterre, on l'aborde, mais que de façon incidente. C'est-à-dire qu'on va en parler quand on va parler à la fin des guerres Louis XIViennes. On va vaguement parler même le premier empire colonial français, en fait, est presque complètement tombé dans l'oubli au profit du second. On l'aborde, je donne aussi des cours, en fait, notamment à des collégiens, lycéens, et c'est à peine si on l'aborde, en fait. Et en fait, ou alors on se concentre aussi sur la partie terminale napoléonienne, en fait, où là, effectivement, l'Angleterre revient comme ayant été à la tête de toutes les coalitions. Mais voilà, en fait, le problème, c'est qu'on l'aborde pas comme un tout, en fait, de se dire que voilà, les relations internationales, toute la géopolitique mondiale, en fait, au XVIIIe siècle, est structurée par cet affrontement mondial, cette lutte globale entre la France et la Grande-Bretagne. Et le paroxysme justement de ce cycle de guerre, faut se dire de 1788 à 1815, sur 130 ans à peu près, il y aura 60 années qui seront des années de guerre, des guerres de haute intensité, et toutes les périodes qui ne sont des périodes de paix sont plus des périodes de non-guerre, à une exception près, c'est-à-dire qu'on recouvre ses forces, on se remet un peu, parce que c'est des guerres qui sont très 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 violentes, très 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 coûteuses financièrement. Mais la guerre alors que jusque-là, on va dire jusqu'à 1188, entre la France et l'Angleterre, on était ou alliés ou ennemis selon les conjonctures du moment. À partir de 1188, la guerre devient la norme, et on va aller et tout se termine finalement, si on peut être d'accord en tout cas sur quand est-ce que ça s'arrête, c'est 1815. C'est la défaite de Napoléon, la fin des épopées napoléoniennes, où comme le dit bien un historien, un grand historien anglais qui s'appelle Eric Hobsbawm, en 1815, finalement, la Grande-Bretagne, au terme de 20 années de guerre napoléonienne et puis de toute cette seconde guerre de 100 ans, a obtenu la victoire la plus complète jamais obtenue par aucune grande puissance à l'échelle de l'ensemble de l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'elle émerge virtuellement de cette seconde guerre de 100 ans comme étant la seule véritable puissance coloniale, la seule grande puissance navale et maritime et la seule économie industrialisée.
Donc voilà, on voit que c'est joué en fait l'empire du monde durant ce conflit. Alors ce qu'on va voir aussi finalement, c'est que c'est pas forcément la France qui a voulu en fait devenir la puissance hégémonique. C'est la perspective se fait plutôt à l'envers. La France a été le fait d'obtenir la suprématie du commerce en fait maritime, du monde colonial, du trafic international. C'était plutôt l'ambition et le dessein de la Grande-Bretagne. Aussi parce que on va dire les grands intérêts financiers et économiques étaient plutôt derrière ce pays plutôt que derrière la France. Et donc en 1815, c'est terminé. Le combat est définitivement perdu. Et le 19e siècle sera l'époque de la Pax Britannica, et l'Empire britannique régnera presque sans partage sur le monde, jusqu'à, on peut dire, l'émergence impériale de l'Allemagne et de la Russie. Bah, pour la Russie, ça commence même avant, puisque le grand affrontement est le début des grandes haines qu'on voit encore aujourd'hui. Des élites, enfin des oligarchies pour le coup, britanniques contre la Russie, ça commence en 1815. Ils ont été alliés jusque-là contre Napoléon, mais une fois que Napoléon est évacué, le seul grand rival de l'Angleterre pour tout le 19e siècle, ça va être la Russie. Et dans le grand jeu, ouais. C'est le grand jeu, hein, comme l'appellera Rudyard Kipling, notamment en Asie centrale, puisque les Anglais remontent de l'Inde, les Russes conquièrent l'Asie centrale, ce qu'on appelait alors le Turkestan. Hein, maintenant c'est le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tout ça, mais bon, et ils vont manquer se heurter, hein, et ça va avoir des conséquences directes ou indirectes sur tout le 19e siècle, et une haine, il va y avoir la guerre de Crimée, il va y avoir tout ça, et ça va être à l'origine d'une haine lourde et profonde en Angleterre, et d'une haine en plus qui est quasi raciale, hein, contre les Russes, hein, et ça explosera encore plus après 1917 pour les raisons que vous imaginez bien, hein, l'idée d'avoir un pays de moujiks bolcheviques, pour eux, et en plus russe, c'est l'apoplexie. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que les bolcheviks dans l'entre-deux-guerres, leur grand ennemi, leur plus grand ennemi pour eux, c'est l'Angleterre. C'est pas encore les États-Unis, au contraire, ils sont très pro. Les bolcheviks des premières générations sont fascinés par le modèle américain. Ils adorent l'Amérique, sont fascinés par l'Amérique. Hein, c'est. Et puis il y a l'oligarchie anglo-américaine, il y a quand même énormément des liens et des caractères presque consanguins. Oui, oui. Alors avant justement de vous raconter un petit peu cette seconde guerre de 100 ans et arriver à ce paroxysme qu'a fait la guerre de 7 ans, je voulais juste revenir un petit peu avant quand même sur comment finalement quand même l'Angleterre et la France, qui étaient au XVIe siècle des puissances secondaires, parties complètement bonnes dernières quand même dans l'aventure coloniale, ont quand même réussi à supplanter les grandes puissances coloniales et commerciales de l'époque qui étaient l'Espagne et le Portugal, puis ensuite les Hollandais, pour devenir finalement les deux puissances prépondérantes et les deux plus importantes puissances mondiales au tournant du début du XVIIIe siècle. Alors si on prend du côté de l'Angleterre, vraiment, t'avais pas mal développé effectivement l'histoire de l'arrivée. Voilà, on sait que c'est sous Henri VIII que voilà l'Angleterre largue les amarres, se voit cette vocation océanique, mais finalement, durant le XVIe siècle, l'Angleterre n'est qu'une puissance corsaire, en fait, une puissance prédatrice. Elle a essayé sous Élisabeth, le règne de la reine Élisabeth, donc deuxième moitié du XVIe siècle, de fonder des colonies, notamment en Amérique du Nord, là où elle réussira à les établir après. C'est systématiquement des échecs. C'est pas si facile que ça, hein, de réussir à implanter une colonie, hein, que ça devienne autosuffisant. En général, vous avez une colonie, des fois, 3 ans après, vous revenez, tout le monde est mort. Donc, ça a demandé énormément de moyens et d'investissements pour rendre les colonies, qu'elles tiennent, qu'elles soient pérennes et qu'elles deviennent après rentables. Donc, du côté anglais, c'est une puissance prédatrice, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne produit rien, elle se sert sur le gâteau existant, en l'occurrence le gâteau espagnol. Et il faut attendre vraiment le début du XVIIe siècle, avec l'arrivée des Stuarts au pouvoir, de la monarchie des Stuarts, qui succède aux Tudors. Donc Tudor, c'était Henri VIII, Élisabeth Ier, etc. Pour qu'enfin, ils arrivent à fonder enfin leurs premières colonies qui vont tenir sur la côte est de ce qui deviendra les États-Unis, hein, donc Caroline, Virginie, bientôt aussi la Nouvelle-Angleterre, qui vont essentiellement se tourner vers l'économie de plantation au sud et plutôt la pêche, et l'industrie au nord. Et puis surtout le grand tour. Et la chasse.
notamment à l'industrie. Le commerce des faux. Le commerce des fourrures, notamment de castor. J'allais y arriver quand Pardon. Je le gardais en fait quand on parlait de la France. Et en fait, le grand tournant et le grand coup de boost vers l'outre-mer, le deuxième en fait, et le plus important, c'est l'époque de la guerre civile anglaise et de la période cromwellienne en fait. Donc, il faut savoir que l'Angleterre, en fait, elle a fait sa révolution 150 ans avant la France. Elle a coupé la tête à son roi en 1649. Et émerge de là une espèce de junte théologico-militaire sous un certain Cromwell. Mais par contre, Cromwell, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment absolument convaincu de la vocation océanique de son pays et qui va vraiment envoyer un énorme coup de barre en direction de l'outre-mer. Puisqu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde colonial et maritime est vachement dominé par les Hollandais. En fait, le premier empire à avoir chopé le commerce asiatique, qui était vraiment le plus lucratif de l'époque, c'est le commerce vers les épices des Indes en gros et les produits de luxe qui sont produits en Chine. C'était les Portugais, c'est les premiers à y être partis. C'est pour ça que les Espagnols, eux, sont allés vers l'ouest. Et en fait, les Portugais, les Hollandais en fait vont rafler en fait au début du XVIIe siècle ce commerce-là aux Portugais et devenir en fait en quelques décennies, c'est quelque chose d'absolument fantastique quand même à l'échelle de l'histoire du monde pour un pays de 1 à 2 millions d'habitants, presque obtenir le monopole du commerce asiatique et un quasi-monopole sur la circulation et le trafic des richesses au niveau international. Il faut se dire qu'en fait, que quasiment toutes les marchandises qui circulent entre l'ancien et le nouveau monde au milieu du XVIIe siècle, elles sont transportées par des navires néerlandais. Et que la compagnie néerlandaise des Indes orientales, à l'époque, elle capte presque le quart de la richesse mondiale. C'est la plus grande multinationale qui ait jamais existé à l'échelle de l'histoire du monde. Donc vous avez ce monopole en fait des Hollandais sur le commerce international, si vous voulez, qui commence à faire des jalouches. Et ces deux puissances quand même émergentes sur le plan maritime, que sont la France et l'Angleterre, à la même époque, au milieu du XVIIe siècle. Alors du point de vue d'Angleterre, justement, le fameux Cromwell, lui, c'est lui qui va fonder, on va dire, la Royal Navy vraiment moderne. Il faut savoir que sous Cromwell, sous le Commonwealth en fait d'Angleterre qui est fondé, qui est une espèce de proto-république qui va exister pendant une décennie, on construit plus de navires qu'on en construit pendant les 4 premières décennies du XVIIe siècle. Et avec ça, on essaie de s'attaquer concrètement à menacer en fait les Espagnols dans les Caraïbes. Il faut voir qu'en fait les Espagnols, eux, par le traité de Tordesillas, ils avaient eu basiquement toute l'Amérique, en fait. Ils s'étaient pas implantés en Amérique du Nord, mais pour eux, c'était leur chasse gardée. Donc, il a fallu vraiment que les Français et les Anglais, au départ, c'est plutôt par une technique très corsaire. En fait, on pourrit, en fait, le commerce espagnol pour essayer finalement de gratter, d'obtenir une île où on va pouvoir enfin la coloniser, développer une économie de plantation. Et d'ailleurs, les Anglais seront pirates et le jour où après, ils auront enfin installé du business, comme la piraterie deviendra mauvaise par le business, ils seront très anti-pirates. Oui, ça... Les Anglais vont faire la même chose avec l'esclavage. Ils pratiquent l'esclavage à fond au XVIIe et XVIIIe siècle, et puis début XIXe siècle, ça les arrange plus. Comme par hasard, il y a des sociétés humanitaristes qui apparaissent en Angleterre pour la liberté de l'homme noir, etc. Enfin, des espèces des Amnesty International et autres sociétés politiquement correctes comme on en connaît aujourd'hui, qui, comme par hasard, apparaissent à ce moment-là en Angleterre, font campagne, et au bout de 10-15 ans, sont, miracle, entendus par les autorités, et on va abolir l'esclavage. Et la Royal Navy, qui jusqu'à présent protégeait les bateaux d'esclaves, va lutter farouchement, et c'est vrai en plus, contre les navires qui font la traite négrière en Atlantique. Mais c'est intéressant de voir que déjà il y a cette utilisation préalable des groupes, je dirais, intellectuellement et politiquement avancés et modernisateurs et libérateurs, comme étant l'avant-garde. On croirait un petit peu retrouver les groupes démocrates, etc. avant la guerre en Yougoslavie ou des choses de genre. Hein. C'est curieux, ils savent ce qui entre parenthèses, ce que je dis là, c'est avec une vraie admiration pour le talent marketing, entre parenthèses, parce que
chapeau, hein, avoir réussi à penser à ça dès le 18e, 19e siècle. Il y a un pragmatisme, même un cynisme, on peut le dire, mais qui a le mérite de prendre de l'efficacité. Ouais. Alors, sinon, petit point, tu dis pourrir. Je pense que le verbe est juste. C'est toujours très important, les verbes. Mais on pourrait rajouter un deuxième verbe pour décrire la stratégie des Anglais et dans une moindre mesure des Français contre les empires espagnols et portugais, surtout au XVIe, XVIIe siècle, c'est l'idée de parasiter. Ils vont parasiter. C'est d'ailleurs pour ça que la piraterie va s'attaquer, la piraterie anglaise notamment, va s'attaquer à fond à toutes les flottes de l'or espagnols qui reviennent d'or et d'argent, hein, qui reviennent des Amériques. C'est pas un hasard. Hein. Bon, il y a toute une épopée littéraire et ensuite cinématographique qui est là pour nous le rappeler. Les premiers d'ailleurs à capturer un convoi espagnol entier des Indes, c'est les Hollandais. C'est les Hollandais, oui, ça m'étonne pas, parce que les Hollandais aussi au départ font partie des pirates qui parasitent aux côtés surtout qu'au XVIIe siècle, les Anglais et les Hollandais qui sont profondément cousins, mais tu vas y revenir, je le sais, pour une autre raison, oscillent entre être alliés et être ennemis. Hein, ils sont fondamentalement alliés. Il était déjà au XVIe siècle et tout au long du Moyen Âge. Hein, le lien entre l'Angleterre et les Flandres est très étroit depuis le Moyen Âge, parce que les Flandres c'est les filatures et l'Angleterre c'est la production de laine. Donc vous voyez, il y a un intérêt commun bien compris. Hein. Le principal débouché de l'exportation. Ben voilà, voilà, il y a un nombre étonnant de mercenaires anglais qui se portent volontaires dans des sortes de brigades internationales pour aider les Hollandais dans la guerre de 80 ans qu'ils mènent contre les Espagnols. Il y a tout ça, hein. Mais en même temps, il va y avoir sous Cromwell et pendant 10-15 ans une guerre anglo-hollandaise qui va être très dure. Avec même des victoires navales hollandaises contre les Anglais. Et même une des plus grandes humiliations navales de l'Angleterre, c'est quand la flotte de l'amiral hollandais de Ruyter va remonter la Tamise pour aller bombarder... Ils font le plus gros arsenal de l'époque. Voilà, donc ils se font pas de cadeaux entre eux, hein, ils ont beau être cousins, mais bon. J'irais parce que du coup, effectivement, la politique cromwellienne, mais qui est aussi on pourrait dire, c'est du bon sens de protectionnisme économique que toutes les grandes puissances coloniales s'appliquaient, c'est ce qu'on appelait l'exclusif colonial. C'est-à-dire que l'idée, c'était que vos colonies, tout ce qu'elles produisaient, elles ne pouvaient le vendre qu'à leur métropole et à elles seules. En retour, elles ne devaient, pour tous les produits, notamment, un peu plus manufacturés, parce que se fournir seulement auprès de leur métropole, et tout ça être transporté par des bateaux du pays concerné. Et comme justement tout transitait par les Hollandais, c'est ça qui va déclencher effectivement ce que venait d'évoquer Laurent. On va appeler ça les guerres anglo-néerlandaises. Vous allez avoir un cycle de 3 guerres navales de haute intensité entre 1750 et 1680 en gros. Et 1650 et 1680. T'as dit 1750, c'est pas grave. Oui. Et avec première manche, deuxième manche, troisième manche. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette Royal Navy un petit peu 2.0 là pour le coup, qui est vraiment là pour le coup une marine étatique, qui est mise en place vraiment sous Cromwell, ça va être son baptême de feu. En fait, c'est dans ces 3 guerres navales avec les Hollandais qui à l'époque sont la meilleure marine, à la fois la plus grande marine marchande, mais aussi la meilleure marine militaire de l'époque. C'est là qu'ils vont se forger en fait une doctrine navale victorieuse. En fait, c'est là qu'ils vont innover sur plein d'aspects et être ceux qui, au sortir de ça, ont vraiment un peu révolutionné l'art de la guerre navale, notamment avec l'idée du combat en ligne de file, alors que jusque-là, notamment, on était plutôt dans un truc d'abordage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, c'est les Anglais qui vont mettre en place cette idée de la bataille en ligne de file qui va devenir le standard de la bataille navale, pour après, ce sera d'ailleurs les premiers à mieux la dépasser et la transcender pour aller sur des batailles d'anéantissement au siècle suivant. Ouais. Deux points à préciser. L'un est un point de détail, mais pas tant que ça. La Royal Navy, c'est pas encore ce qu'on pourrait appeler, avec les termes d'aujourd'hui, une marine étatique, même si elle l'est, bien sûr, évidemment. Mais elle est royale, c'est-à-dire que c'est encore, parce que la différence juridique nette entre la personne du roi et la propriété du roi et tout ça, et l'État, elle est encore très floue. Hein, aujourd'hui, c'est très marqué partout. Hein, mais elle est royale. Et encore aujourd'hui, c'est pas un hasard si on parle de Royal Navy, de Royal Air Force, mais il n'y a pas de Royal Army.
l'armée britannique, c'est-à-dire qu'en army chez les anglo-saxons, ça veut dire armée de terre. Hein. Elle est British Army parce qu'elle n'appartient pas totalement au roi. En théorie, bien sûr, dans les faits, mais en théorie, et c'est ça qui est intéressant, il y a encore des régiments dans l'armée anglaise qui sont censés appartenir à tel ou tel noble. Et dans l'armée française aussi, d'ailleurs, oui. Non. Tu as des légions privées. Non, t'as pas. Dans l'armée française, ça n'existe pas. Ça représente pas beaucoup. Ah, Non. Si, parfois, je pourrais t'en citer. Non, ça n'existe. Non, non. Excuse-moi, mais là. La Légion de Condé-Prince. Non, mais ça, ce sont des trucs de folklore qui n'ont aucun. qui ne correspondent à rien. Ça n'existe pas dans l'armée française. C'est très peu. Non. On a Ah non, mais alors là, tu dis, attends, excuse-moi, mais non, c'est une connerie gigantesque. D'accord. Dans l'armée française, ce sont des régiments véritablement d'État qui appartiennent à la République française. Tu as en plus, mais bon. Il y a quoi en plus? La Légion de Condé-Prince, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte de espèce de semi-légion étrangère qui existait notamment en 1600. Oui, mais ça n'appartient pas aux effectifs de l'armée française. Oui, mais c'est chouette. Mais tu as aussi l'anti-LV qui appartient mais ça n'est, non, mais ça n'est, de quoi tu parles? C'est des trucs. C'est quoi? Tu me parles d'une société de mercenariat, là? Pas tout à fait. Ça s'appelle une société de mercenariat. C'est une société privée. Ça n'appartient pas à l'armée française. Ça n'appartient pas à l'armée française. Ah, je suis d'accord. Bon, voilà. C'est ça. C'est ça qui est important. Dans l'armée britannique, il y a encore des régiments qui appartiennent en théorie. Alors quelquefois, c'est les hussards personnels de la reine, the Queen's Own Hussars, ou Prince of Wales' Own Dragoons, les dragons personnels du prince de Galles. Des choses de genre, ou Duke of Leicester, Light Infantry, l'infanterie légère du duc de Leicester. Ça existe encore dans l'armée française, dans l'armée britannique, c'est pour ça. Non, c'est un flingue. C'est pas le débrief après. Ouais, quand tu veux. T'es déjà mort. Et Montserrat. Et quand tu veux. Comment dire, c'est pour ça qu'on parle de British Army. C'est intéressant de voir qu'il y a encore des survivances, même si elles sont en grande partie folkloriques maintenant, dans le système militaire anglais. Deuxièmement, il faut savoir que le système naval anglais, et ça c'est important de le savoir, il a eu deux grands inspirateurs dans cette période de l'époque moderne, c'est-à-dire fin du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle. Il a eu deux grands inspirateurs. Le premier, c'est la marine portugaise. Parce que le Portugal, depuis le Moyen-Âge, avait des liens très étroits avec la couronne britannique. On le verra pendant la Seconde Guerre de Cent Ans, enfin la guerre de Cent Ans, qui était liée au fait que déjà il y avait des liens économiques très étroits entre la royauté anglaise et la royauté du Portugal, notamment pour le commerce des vins de Porto. Et au point qu'à certaines époques, on pourra dire, enfin certains historiens avec du mauvais esprit diront que le Portugal était une quasi-colonie britannique. À partir d'Utrecht, ouais. Ouais, à partir d'Utrecht, hein, c'est ça, hein, 18e, 19e, quoi, grosso modo. Hein. Début 18e déjà. Ouais. Et eux, les Portugais, les Anglais vont, pomper, si j'ose dire, à fond le savoir portugais en matière de navigation, et en particulier avec les fameux portulans, c'est-à-dire les cartes marines. Hein. Les Portugais étaient à la fin du Moyen Âge le pays d'Europe le plus en avance en matière de navigation hauturière. Les Anglais vont réussir à capter tout ce savoir. Même chose au XVIIe siècle, ceux qui sont les plus en avance en matière d'accastillage naval, c'est-à-dire toutes les technologies liées à la mâture, à la voilure, au cordage, à tout le gréement et tous les instruments de pont, c'est les Hollandais. Et les Anglais vont vont capter aussi cet héritage hollandais. Ils seront à l'origine de finalement assez peu d'inventions. Ils seront à l'origine de beaucoup d'inventions au XVIIIe siècle en matière de mathématiques et d'astronomie qui serviront à la navigation hauturière. Hein.
calcul de la longitude, des choses de ce genre. La doctrine, effectivement, et la doctrine est aussi, mais les sciences aussi, liées aux maths et à l'astronomie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, ceux qui sont le plus en avance en matière de design des coques, c'est les Français. J'y arrivais. Ouais. Et les Anglais, en général, quand ils capturent un navire français, ils sont ravis parce ils se posent une coque en avance sur les leurs, mais ils rasent toute la voilure et tout le gréement pour installer. À partir des 74 canons, mais je vais arriver de la Révolution. Ok, bon, bah je te laisse faire. Donc on a dit effectivement que voilà, à la fin du XVIIe siècle, on a à partir de Cromwell effectivement ce cycle de guerre anglo-néerlandaise où il s'agit vraiment de briser un peu ce monopole commercial hollandais au niveau mondial. Mais cet objectif, il n'est pas partagé que par les Anglais. Il est partagé aussi de l'autre côté de la Manche par la France, puisque à partir du règne de Louis XIII sur Louis XIV, la France ravit à l'Espagne le statut de première puissance continentale, de puissance hégémonique. Et à partir vraiment la marine un peu étatique française, on va dire, elle est lancée vraiment par Richelieu, mais c'est vraiment à partir de Louis XIV que là, il y a cette ambition. Louis XIV et Colbert vont vraiment doter la France d'une véritable marine, à la fois de guerre et marchande, qui est d'ailleurs une des plus belles que la France, qui est encore plus méconnue finalement, mais qui est une des plus remarquables que la France ait jamais compté aussi. On atteindra jusqu'à 100 navires de ligne dans les années 1680. Presque autant que l'Angleterre, et qui à l'époque tiennent pas mal la dragée haute aussi. Les équipages français n'ont pas à rougir devant les équipages anglais, à ce moment-là en tout cas. Ça va changer après. Et en fait, pour Louis XIV, en fait, pareil, en fait, dans cette logique un petit peu justement d'aller capter, on est vraiment à l'époque de ce qu'on appelle la pensée mercantiliste, c'est-à-dire que vraiment l'idée que le grand ingrédient et ressort du développement économique de la richesse des nations, c'est d'aller capter le commerce extérieur. Et ce qui va aussi soutenir notamment votre développement économique intérieur, parce que ça va soutenir un certain nombre de filières proto-industrielles, etc. Ça va vous apporter énormément de taxes qui vont enrichir l'État. Et en fait, sous Louis XIV, voilà, on se donne d'une véritable marine, la deuxième du monde, on peut dire déjà presque à l'époque. Sous Louis XIV, alors les Français du coup, vous le savez, avaient exploré le golfe du Saint-Laurent, s'étaient établis, avaient commencé à fonder une première colonisation très timide, finalement, dans la vallée du Saint-Laurent, qui sera le grand berceau de ce qui deviendra après la Nouvelle-France, qui est le nom qu'on a donné en fait à l'ancienne grande colonie française d'Amérique du Nord. Mais c'était resté jusque-là. En fait, au départ, pourquoi déjà on est intéressé par cette région du golfe du Saint-Laurent, du côté français comme anglais? La morue. À l'époque, les Grands Bancs de Terre-Neuve, c'est une des régions les plus poissonneuses du monde. Et c'est une matière stratégique absolument fondamentale pour l'époque. Donc c'est aussi d'abord pour ça qu'on s'installe. En s'installant, on commence à avoir des contacts avec les Amérindiens qui proposent une autre ressource qui est aussi très lucrative en termes de marché à l'époque, c'est les fourrures, notamment les peaux de castor. Faut savoir pourquoi notamment. À l'époque, en fait, les fameux chapeaux, vous savez, les tricornes en feutre, en fait, ça c'est fait à partir de la peau de castor. Et donc à l'époque, au XVIIe siècle, c'est vraiment un commerce très 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 lucratif avec un gros marché intérieur en Europe. Et donc c'est ça qui fait que notamment Français, Anglais et Hollandais se concurrenceront un petit peu dans cette région d'Amérique du Nord pour accéder. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parlera au premier temps de la Nouvelle-France d'une colonie à fourrure. En fait, ça sera quelque chose vraiment de très commercial, de très pionnier, où iront quelques aventuriers. Et c'est vraiment colonie à fourrure par opposition à colonie à sucre. Je vais arriver aux Antilles. Et tu m'as fait perdre mon fil. Pardon. Et en fait, vraiment, c'est jusque-là, franchement, imaginez-vous que cette colonie française qui à l'époque, voilà, correspond à une partie, le centre du Québec actuel et un petit peu les Grands Lacs, puisqu'on a un petit peu exploré. C'est les Français, les premiers qui vont explorer le continent nord-américain. C'est quoi? C'est 2000 colons à tout casser. Alors qu'il y a déjà à l'époque 100 000 anglo-britanniques sur les 13 colonies, donc la bande littorale des États-Unis, de ce qui deviendra les États-Unis. Et en fait, c'est sous Louis XIV, c'est là qu'on décide vraiment de faire un vrai développement stratégique des colonies. C'est à l'époque notamment qu'on colonise la Guadeloupe et la Martinique, qu'on développe l'économie de plantation, qu'on développe les infrastructures stratégiques. Pareil, cette Nouvelle-France et ce Canada, on va envoyer des régiments pour le sécuriser, notamment contre les ennemis iroquois. On va chercher à le développer économiquement, le rendre autosuffisant. Après ça, vous allez avoir des grandes vagues d'exploration. Les Français, en fait, vont remonter. En fait, on se déplace essentiellement par les fleuves, en fait, les rivières, les grands lacs. Et donc, les Français vont, en fait, sur la seconde moitié du XVIIe siècle, explorer
en partant du Saint-Laurent, tous les grands lacs. Bon là, j'ai pas mes cartes, désolé. Et tout le bassin du Mississippi, en fait, jusqu'à arriver au golfe du Mexique et à fonder la Louisiane. Et alors, Louis XIV aussi, il souhaite aussi, vous le savez, développer un peu l'industrie nationale. C'est la fameuse politique des manufactures. Et il subit aussi la concurrence des fabricants hollandais. Donc, en fait, du côté, en fait, de l'Angleterre comme de la France, en fait, on a dans le viseur ces Provinces-Unies, finalement. À un moment, en fait, les deux pays vont même se mettre d'accord pour aller régler son compte presque physiquement aux Provinces-Unies. Ça s'appellera la guerre de Hollande en 72. Et de là, en fait, va émerger ce qui va devenir le grand ennemi de Louis XIV et qui va avoir qui est un personnage hyper important aussi de cette époque, qui s'appelle Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, en fait, c'est le quasi-roi finalement de la République des Provinces-Unies. Il est de la maison d'Orange-Nassau et en fait, lui, suite à cette invasion, il arrive au pouvoir. Il est d'origine protestante et en fait, il va lancer. Il faut savoir en fait que la politique en fait de Louis XIV à l'époque est perçue quand même à l'échelle de l'Europe comme la France quand même est perçue comme le grand impérialisme de l'époque et une puissance expansionniste, pas complètement à tort d'ailleurs. C'est vrai que Louis XIV voulait vraiment sécuriser ses frontières nord et est de la France parce que en fait vous avez l'Artois qui est à 200 km de Paris et que c'est l'autoroute naturelle invasion, mais il va faire ça de façon assez bourrine on va dire et donc il va s'aliéner la plupart, beaucoup de princes en fait protestants du Saint-Empire, les Provinces-Unies. Et donc en fait, vous avez ce Guillaume d'Orange qui va devenir son grand ennemi, qui va monter en fait une coalition européenne contre lui. Et quand vous arrivez en fait à 1688, c'est là en fait qu'on va rejoindre cette histoire des Provinces-Unies, de toutes les superpuissances et le début un peu, on peut dire, de cette seconde guerre de 100 ans. Ce qui s'était passé en Angleterre, donc vous avez vu cette première révolution anglaise qui avait déjà accouché presque du régime parlementaire moderne, de l'arrivée d'un parti proto-libéral au pouvoir. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que les Stuarts étaient revenus. Une révolution, c'est un peu le classique, c'est-à-dire que finalement on revient au point de départ, c'est-à-dire qu'à la fin de la révolution, les Stuarts reviennent au pouvoir. Et le malheur des Stuarts, malheureusement, c'est que le roi James Stuart, à l'époque, est catholique, dans un pays majoritairement protestant, avec aussi, de l'autre côté, on va dire, un militantisme calviniste, puritain, qui veut vraiment purger l'Angleterre de son reliquat catholique. Et donc, en fait, c'est inacceptable. Et en fait, ce roi vient d'avoir un fils. Donc, se profile la menace du retour d'une dynastie catholique sur le trône anglais, ce qui est absolument inacceptable pour l'élite anglicane. Et puis sachant que entre les Stuarts et les Bourbons, il y a énormément de liens de parenté, de consanguinité, alors que du point de vue globalement de l'élite anglaise, la France c'est l'ennemi et on a plutôt intérêt à faire la paix et à s'allier avec les Provinces-Unies néerlandais, avec qui il y a beaucoup plus de proximité culturelle, économique, idéologique presque on pourrait dire. Et donc en fait, ce Guillaume d'Orange est invité en fait à venir faire un coup d'État. En fait, ça va s'appeler la glorieuse révolution anglaise. Et donc ça se traduit par l'éviction définitive des Stuarts du trône anglais qui s'exilent en France. Dont Anne Stuart est après. Le roi Stuart en fait, oui, mais en fait Anne Stuart c'est la femme en fait de Guillaume d'Orange. C'est la fille, c'est la fille de Jacques. En fait, ouais. En fait, tu as Guillaume d'Orange. En fait, il est marié à la fille de James Stuart, mais la fille est protestante, ouais. Et après, effectivement, Anne Stuart succédera à sa sœur. Mais à ce moment-là, on a déjà passé un acte qui fait qu'on interdit à toute personne, à tout héritier protestant catholique d'accéder au trône. Oui. Et en fait, Guillaume d'Orange, finalement, il récupère le trône aussi en faisant des concessions énormes au Parlement britannique et c'est vraiment cette seconde révolution anglaise vient parachever la première et là accouche vraiment du régime parlementaire moderne et à partir de ce moment-là, on peut considérer surtout quand arriveront les Hanovriens après. Donc ça va être un prince en fait allemand parce qu'il est protestant et que tous les autres étaient catholiques qui va succéder à Anne Stuart et qui deviendra en fait le nouveau roi d'Angleterre et d'Écosse. Ce gars-là parlait même pas un mot d'anglais. Pour vous donner quand même l'idée du pouvoir que pouvait avoir le gars. Et en fait, le roi de France, le roi d'Angleterre devient un petit peu une marionnette. Et en fait, c'est le Parlement. Et le Parlement, c'est l'émanation de l'aristocratie, à la fois de la noblesse, de la petite noblesse de la gentry et de la bourgeoisie. Surtout de la bourgeoisie, en l'occurrence. Mais avec un compromis historique, comme on dit. Ouais. Entre les deux. Mais la différence entre la haute noblesse anglaise et la française, c'est que même l'aristocratie anglaise est partie prenante du développement colonial. Absolument.
là où l'aristocratie française est plus une aristocratie rentière. Oui, absolument. Elle est beaucoup plus entreprenante, l'aristocratie anglaise. Tout à fait. Même les Tories, parce qu'en gros, après, l'histoire anglaise sera structurée, en fait, par les deux grands courants que seront les Tories et les Whigs. Les Tories, en fait, c'est la noblesse un peu à l'ancienne, aristocratérienne, quand même attachée à la figure de la monarchie, à l'hérédité. Et vous avez les Whigs, qui sont vraiment ce qu'on pourrait déjà devenir un peu les partis libéral, et surtout l'émanation des villes, du commerce, du capital, en fait. Les Whigs, littéralement, c'est les perruques. Donc c'est les faux aristocrates quelque part. Mais c'est effectivement la bourgeoisie. Alors là, cette fois-ci, au sens pas uniquement balsacien, mais au sens également et peut-être surtout marxiste. C'est vraiment le capitalisme chimiquement pur. Ça va être le grand parti du développement industriel, commercial et le grand parti de la modernité, vraiment. C'est ça. Et ce parti Whig, il va être quasiment seul au pouvoir tout le XVIIIe siècle. Tous les gouvernements sont des gouvernements Whig. Alors, en fait, ils sont après tellement hégémoniques qu'ils vont se subdiviser en factions et en factions de factions, avec des plus libre-échangistes, des plus patriotes. Sur la reine Anne, elle a fait l'objet d'une sorte de mini-guerre civile larvée avec des partisans et des adversaires de la reine Anne, en Angleterre même. Pour l'anecdote, il faut savoir que, par exemple, le célèbre pirate Barbe Noire, son bateau s'appelait The Queen Anne. Ça veut dire qu'il était pas simplement un pirate assoiffé d'or et de sang, pour rester dans les expressions littéraires, mais il y avait un aspect véritablement politique aussi, guerre civile, et il était d'un camp. Et pas d'un autre. Ce que sera la guerre d'indépendance américaine au début. C'est pas une guerre d'indépendance au début, la guerre d'indépendance américaine. C'est une guerre civile entre Whigs et Tories, des colonies américaines. Ça, faut le savoir aussi. Voilà. Et en fait, du coup, ce 1768, c'est aussi une date clé absolue et un tournant de l'histoire moderne, parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'arrive en fait dans les bagages de Guillaume d'Orange une bonne partie de l'élite financière, économique, qui en fait va appliquer toutes les bonnes recettes en fait qui avaient fait le succès des Provinces-Unies et fait d'elles la première puissance commerciale, financière et marchande du XVIIe siècle. Ils vont en fait ramener et appliquer toutes ces bonnes recettes, tous ces instruments financiers qui avaient fait. C'est pour ça qu'on peut considérer que le capitalisme un peu moderne est né à Amsterdam. Et en fait, on ramène tout ça et on applique ça en Angleterre. Donc ça va être la fondation de la Banque d'Angleterre dès 1894 qui va permettre effectivement de développer énormément la dette publique. Alors elle a de banques publiques que le nom. Derrière, c'est un cartel de financiers. Mais, mine de rien, ça va permettre en fait à l'État britannique, par exemple, d'énormément s'endetter, mais pour développer économiquement le pays, notamment la Royal Navy. Et le développement de la Royal Navy, en fait, aura été d'ailleurs un moteur de la révolution industrielle parce qu'en fait, il va tirer avec lui toute l'économie du pays, le développement de nouvelles filières. On va aussi développer énormément des canaux, on encourage le développement des brevets. En fait, on met en place tout un ensemble d'instruments financiers, on réforme la fiscalité. On appelle ça en fait la révolution financière britannique et en fait, ça aura été le prémisse ou ce qui aura permis en fait la révolution, un des grands ingrédients qui aura permis la révolution industrielle après. Et ça, c'est une constante historique. En tout cas, jusqu'au XXe siècle, les marines, en particulier les marines qui sont pas simplement côtières, pas uniquement du cabotage, mais les marines dites hauturières, transocéaniques, sont systématiquement le moteur principal des progrès en matière d'industrie. Je vous rappelle que la première emprise industrielle moderne, par la taille comme par aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, c'est l'arsenal de Venise dès le XIIIe siècle. C'est une avance industrielle parce qu'en plus ça concerne tout, ça concerne pas que le métal. C'est l'industrie du bois. Je veux dire, en France, le système de Colbert, il a des prolongements jusque dans toutes les régions de France, y compris très loin des côtes, ne serait-ce que pour trouver du bois. Oui. C'est c'est le bois, c'est les voilages, c'est les cordages, tout ça. Ça touche à peu près tous les domaines industriels, mais ça touche également les sciences, notamment les maths, la physique et l'astronomie. Ils ont et avec ensuite la création d'instruments scientifiques qui permettent
de mettre en œuvre les découvertes théoriques. Le sextant, pour faire le point, tout ça, ça provient de là. C'est vraiment un moteur, la marine, de la modernité en général, et qui ensuite va ruisseler, pour employer un verbe à la mode, dans le reste des sociétés. Complètement. Et donc c'est aussi ce moment où la capitale financière et le grand hub financier finalement européen se transfèrent d'Amsterdam à Londres. C'est déjà le moment où la City de Londres commence à concentrer vraiment les grands intérêts financiers, les grandes têtes de réseau international. Et ça va être très très important dans la suite, dans l'affrontement qu'il va y avoir avec la France. Et Guillaume d'Orange, qu'est-ce qu'il fait? En fait, une fois dès qu'il est arrivé, il engage en fait l'Angleterre dans sa croisade contre Louis XIV. Et donc là, ça fait que la fin du règne de Louis XIV va être structurée par 2 guerres majeures qui vont durer chacune une décennie, qui vont pourrir absolument la fin du règne et laisser la France dans un état exsangue, qui s'appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. C'était le nom de la coalition qui avait été faite en fait contre Louis XIV, qui va durer de 89 à 98, et la guerre de succession d'Espagne qui va jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, déjà, elle a un côté assez innovant, c'est que ça va être une guerre très 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 navale, finalement assez peu de combats et vraiment des gros affrontements navals, la fameuse bataille de Laou qui est une des plus grandes batailles. Peu de combats terrestres, tu voulais dire. Pardon, terrestres. Ouais. Mais beaucoup de combats navals pour le coup. Ouais. Énormément. Et puis déjà, on commence à se battre dans les colonies, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus les guerres entre puissances européennes commencent à se décliner dans leurs colonies respectives en fait. Mais on est encore à ce moment où les guerres partent d'Europe et se déclinent dans le monde colonial, alors qu'on va voir quand on va arriver à la guerre de 7 ans, les guerres vont finalement finir par partir du monde colonial et rattraper l'Europe, ce qui sera une première. Et alors surtout cette guerre de succession d'Espagne, on va s'y arrêter 5 minutes parce que c'est vraiment un tournant dans l'ordre européen et ça crée une nouvelle donne géopolitique en fait à l'échelle de l'Europe et même à l'échelle internationale. Bon. Pour faire très 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 rapidement, vous avez, c'est une crise de succession en fait de la couronne espagnole et en gros, on va faire très vite, c'est une guerre de haute intensité qui va être très 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 violente, en particulier pour la France, et qui se termine un peu par un espèce de statu quo où tout le monde est fumé des deux côtés. Mais la France obtient de placer le petit-fils de Louis XIV, donc un Bourbon, sur le trône d'Espagne. Et ça, c'est un changement absolument fondamental dans l'équation pour la France et dans sa politique extérieure. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, depuis le tournant de la Renaissance, la politique extérieure et la géopolitique de la France est structurée par sa rivalité contre les Habsbourg. Les Habsbourg qui étaient, c'est cette grande maison souveraine qui, en fait, à son apogée, en fait, contrôlait les Pays-Bas, l'Allemagne et le Saint-Empire, une partie de l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc en fait, la France est littéralement encerclée depuis le début de l'époque de Charles Quint, le début du XVIe, par les Habsbourg. Les guerres d'Italie, ça s'inscrit déjà là-dedans. Et là, en fait, on arrive à péter et en fait à faire sauter. On sort l'Espagne du giron Habsbourg et en plus, avec l'Espagne, vient l'immense empire colonial espagnol qui, à l'époque, est un des plus grands marchés intérieurs du monde. Et donc, en fait, ça, c'est fondamental parce que ça rend la rivalité franco-habsbourgeoise un peu caduque. Jusque-là, l'ennemi héréditaire de la France, c'était l'Autriche. Mais là, la France, finalement, en faisant sauter cet encerclement, on peut dire, et grâce aussi à Louis XIV qui avait sécurisé sa frontière nord-est, on peut dire que la France est à peu près en sécurité maintenant sur le plan continental et peut commencer vraiment à pouvoir se projeter vraiment dans l'outre-mer. Et probablement que Louis XIV, d'ailleurs, ça fait partie de cette intention. Il avait senti que c'était avec l'Angleterre que se profilait la grande rivalité et qu'il fallait en fait se stabiliser continentalement pour pouvoir mieux se projeter outre-mer. C'est aussi un moment, en fait, ça va mettre en place un nouvel ordre international et un principe vraiment d'équilibre des puissances à l'échelle de l'Europe. Et l'autre grande gagnante finalement de cette guerre, c'est la Grande-Bretagne. Grâce justement à cette révolution financière britannique, elle a pu se créer une flotte de 120 vaisseaux de ligne. C'est à peu près autant que ce que possèdent toutes les flottes européennes réunies à l'époque. Et une des mieux entraînées et une des plus brillantes de l'époque. Donc en fait, la Grande-Bretagne, elle émerge aussi à l'époque comme une grande puissance diplomatique. Et alors ce qui est très intéressant, si vous vous intéressez au traité d'Utrecht dont tu avais déjà parlé aussi, qui marque la fin de l'agrégation d'Espagne, c'est que l'Angleterre montre bien à quel point sa stratégie, effectivement, n'est pas de contrôler forcément des vastes espaces, mais en fait d'aller directement chercher les bénéfices des espaces coloniaux et pas directement contrôler les espaces coloniaux eux-mêmes. Qu'est-ce que l'Angleterre obtient à Utrecht? De garder Gibraltar, de garder Minorque, qui est la pose espagnole. Donc vous voyez des verrous, contrôler des nœuds dans les grands axes les grandes voies de communication et les réseaux au niveau mondial.
Elle récupère à la France aussi l'Acadie péninsulaire, qui était un des 2 foyers de peuplement qui correspond à la nouvelle Écosse actuelle. Pourquoi ? Parce que là, vous avez le site de Port-Royal, qui est le principal et le plus stratégique port en eau profonde de cette partie-là de l'Amérique du Nord. À ce moment-là aussi, le déclin de l'Espagne, vraiment du Portugal et des Provinces-Unies, on peut dire, est définitivement consommé. Et en fait, toutes ces puissances deviennent des puissances, on va dire, secondaires, auxiliaires, qui vont plutôt se mettre du côté ou de la France dans l'Angleterre au cours de tout le XVIIIe siècle. C'est déjà une pensée stratégique, géostratégique, planétaire, qui est réticulaire, c'est-à-dire qui pense en termes de réseau, plus qu'en termes de territoire. Ça, ce qui était la conception de la colonie depuis les Romains, c'est-à-dire une conception assez archaïque et finalement assez agraire de la colonie. C'est j'ai plus de territoire, j'ai tant de kilomètres carrés, donc je suis plus fort. C'est une conception de paysan, quelque part. Mon champ, il est plus grand que le tien. Oui, mais justement, la modernité, ça va être de dépasser cette vision pour penser en termes de réseau, parce que le réseau, il peut contrôler les champs. Et pour aller plus loin sur effectivement ce principe d'aller accéder aux bénéfices directement d'espaces coloniaux, absolument. Qu'est-ce que l'Angleterre arrache à l'Espagne ? Pas un seul bout de terre, mais le fait d'avoir le monopole de la traite des esclaves, et ça c'est un sacré marché, et le fait d'être la seule à pouvoir chaque année livrer de ses produits manufacturés. Parce qu'en fait, les marchés de l'Amérique espagnole, à l'époque, tout le monde est bavant dessus. Tout le monde veut y accéder. Bien sûr, c'est ça. Je préfère directement. Je prends ce qu'il y a d'intéressant dans les colonies, c'est-à-dire les bénéfices, sans les emmerdes, sans les emmerdements. C'est-à-dire gérer les révoltes d'indigènes, les révoltes de colons, tout ça, tous les emmerdements de la colonie, parce qu'une colonie c'est aussi des emmerdements. Ça, je te les laisse. Et puis le prestige aussi, parce que c'est quand même ton drapeau qui flotte sur la colonie, donc t'inquiète pas, c'est encore à toi. Mais en fait, tous les bénéfices, tout ce qui est intéressant, je prends. C'est beaucoup plus subtil. Et alors après ce traité d'Utrecht de 1713, on entre dans une séquence qu'on a parfois appelée les 30 heureuses. C'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir, et ça c'est assez inédit à ce moment-là, 30 années de paix, aucune grande guerre majeure entre grandes puissances européennes, et ni dans le monde colonial en fait. Et donc ça va être et c'est là où on peut situer cette fameuse seconde mondialisation maritime, le moment où vraiment là toutes les productions coloniales vont exploser. Pour vous donner une idée, par exemple, la France, pendant cette période, la croissance de son commerce est à 2 chiffres. Elle fait une croissance de 20% par an dans son commerce avec ses colonies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire ça va faire x5 ou x6 en 20 ans. À l'époque, au tournant des années 1720, la France devient la première productrice mondiale de sucre, grâce à cette machine à île à sucre qui est l'île de Saint-Domingue, qui représente à l'époque un demi-million d'esclaves. Et donc en fait, le paradoxe aussi, en fait, c'est que cette prospérité, en fait, cette paix, en fait, elle va profiter plus à la France qu'à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle, à l'époque aussi, ces 13 colonies ont explosé. C'est déjà presque 1 million d'habitants à l'époque, quand vous avez à peu près 50 000 colons francophones à l'échelle de cette nouvelle France, dont le territoire revendiqué représente 3 ou 4 fois la France et presque la moitié de l'Amérique du Nord. Donc il y a un énorme commerce entre l'Angleterre et ses colonies. Et autre chose qu'il faut avoir en tête, du coup, c'est que à l'époque, un Britannique sur 4 est un Américain. De fait, un quart des sujets de la couronne sont des Américains. Ce qui implique aussi qu'il y a un lobby, en fait, américain à Londres, même s'il n'y a pas encore de représentation politique, alors qu'en fait, la France, à l'époque, c'est 25 millions d'habitants et il y a 50 000 colons, en fait, en Nouvelle-France. Donc c'est peanuts. Alors pourquoi la Nouvelle-France, finalement, quand même, la France y investit beaucoup ? C'est parce que la Nouvelle-France, en gros, c'est déficitaire. Le Canada français, la Louisiane, tout ça, ça coûte plus que ça rapporte, parce qu'en plus, la France, comme elle est sous-peuplée, c'est par les alliances avec les tribus amérindiennes, en fait, qu'elle se maintient. C'est sa principale défense, en fait, ces bonnes relations. Ça, si vous voulez, peut-être dans les questions, on pourra en reparler, mais là, on passe très vite. Donc, quand on parle de la Louisiane à ces époques-là, c'est pas la Louisiane, le petit État actuel qui est sur le golfe du Mexique. C'est le bassin du Mississippi. C'est tout le bassin du Mississippi à travers les grandes plaines et jusqu'au Canada. C'est énorme. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous avez plein de noms de milliers de toponymes, de villes, de toponymes qui sont Saint-Louis, Des Moines, Des Moines. Énormément de grandes villes américaines sont fondées sur là où il y avait un ancien fort ou un poste de français, ouais.
En fait, tout ce qui est entre les Appalaches et les Rocheuses, c'est zone de contrôle, d'influence ou de rayonnement français, en fait, jusque dans le Grand Nord canadien. Et en fait, les Anglais, eux, en fait, ils sont bloqués de l'autre côté des Appalaches sur cette lande littorale. Et avec la croissance, ils se sentent de plus en plus à l'étroit. Et donc ça sera dans les vraiment ce qui va nous mener à la guerre de cette. Et avec, à quelques exceptions près, une excellente entente des Français et des Indiens. Ouais. À quelques exceptions près, les Français et les Indiens s'entendent très très bien. C'est un cas unique à l'échelle de l'histoire des Amériques et qui mérite vraiment aussi qu'on refasse cette histoire, parce que certains vont même jusqu'à dire que les Français ont génocidé les Amérindiens. Il y a rien de plus faux. En fait, les Français ont vraiment épousé l'Amérique. Au sens figuré et propre du terme. Vous avez énormément de métissage ethnique, aussi culturel. En fait, la civilisation canadienne est vraiment le produit d'une sorte de fusion à la fois ethnique, mais aussi en termes d'influence culturelle entre les populations autochtones amérindiennes et les Français. Les Canadiens, c'est pas vraiment des francophones, c'est un mixte des deux. Et surtout, ils se sont adaptés, en fait, à leur environnement. C'est-à-dire que les Anglais, eux, ils défrichent un bout de terre, ils font leur truc et au bout, c'est la clôture, c'est l'inconnu, en fait. Les Français, ils ont arpenté l'Amérique, ils ont fraternisé avec les Amérindiens, ils se battent ensemble, ce seront des frères d'armes. Et ils ont, en fait, ça a vraiment été un métissage en fait, mais vraiment volontaire. Pour aller vite, ce que moi j'avance, c'est l'idée qu'il y a 3 niveaux de colonisation dans cette période qui va grosso modo du 15e au 19e siècle. Il y a la moins pire, de très loin, qui est la colonisation française. Et je dis pas ça par cocorico, hein, mais vraiment. Ce qui veut pas dire, quand je dis la moins pire, ça veut dire qu'elle a aussi été capable de faire des saloperies, hein, comme toutes les colonisations. Là n'est pas la question, mais c'est vraiment la moins pire et de très loin. Ensuite, vous avez les colonisations dites latines, portugaises, espagnoles, italiennes. Et ensuite, vous avez les colonisations nordiques. C'est-à-dire anglais, hollandais, allemand, belge. Bon. Les pires en matière d'horreur commise, de racisme, d'apartheid, de massacre et tout ça, c'est les nordiques. Protestants, mais surtout nordiques aussi. Il y a eu vraiment une distance gigantesque. Culturellement, bon. Les latins, les Portugais et les Espagnols, avec leurs conquistadors, ont montré qu'ils pouvaient être d'une violence inouïe. Eh oui. Ne t'en déplaise. Ils ont été d'une violence inouïe, mais ils se sont quand même mélangés. Et ça, d'un point de vue anthropologique, c'est un marqueur lourd. J'en veux pour preuve, quand je parle de mélange, en anthropologie, l'anthropologie, ça a toujours un rapport au corps. Et pour qu'il y ait mélange anthropologique, il faut que ça concerne des domaines qui ont un rapport étroit et constant avec le corps. Le vêtement, la bouffe, le sexe. Et dans ces 3 domaines, les Portugais et les Espagnols se sont mélangés aux Indiens. Profondément. Et quelque part, pour les Espagnols et les Portugais, les Indiens, c'est des êtres humains inférieurs. Sauf que dans l'expression être humain inférieur, il y a quand même être humain. Vous voyez? Ben oui, c'est cynique, mais c'est vrai. Pour les Anglais, les Allemands, à partir du 19e siècle, en Afrique et dans le Pacifique, les Belges, les Hollandais, les Suédois, parce qu'il y a aussi des colonies suédoises et danoises même, l'Indien, l'Africain, etc., c'est pas un être humain. Et à partir de ce moment-là, tout est permis. Puis c'est vraiment cette vision messianiste aussi, tu sais. Alors, et en plus, le protestantisme par là-dessus, ça aide pas, en fait. Non, mais surtout que ceux qui vont en Amérique, c'est les puritains. Donc, tu vois, c'est pas... Oui, bien sûr, c'est vraiment des gens qui considèrent qu'ils fuient le despote pharaonique, traversent la nouvelle mer Rouge qui est l'Atlantique et fondent une nouvelle région Jérusalem. Si vous lisez l'Ancien Testament et que vous voyez le sort qui est réservé à la conquête de Canaan. Oui. Ça donne une idée. Oui, non, mais ça c'est important de le savoir. Et les Français, de ce point de vue-là, moi je le dis, et même les Italiens. Moi, l'exemple que je prends tout le temps, vous prenez les Italiens dans leur guerre coloniale au XXe siècle, y compris par exemple sous le fascisme, sous Mussolini dans les années 30. On pourrait s'attendre de la part d'un gouvernement fasciste et d'une armée fasciste, on pourrait s'attendre au pire, si on suit la doxa du jour. Mais en fait, la conquête espagnole italienne de l'Éthiopie dans les années 30 a certes été atroce,
Bien sûr, avec emploi des gaz de combat contre les tribus éthiopiennes et tout ça, oui, bien sûr. Mais en même temps, la propagande fasciste créera une chanson populaire qui va rester populaire très longtemps en Italie, qui s'appelle Faccetta Nera, petite frimousse noire. Petite frimousse noire d'Abyssinie. Je vais te donner un autre roi, une autre loi. Et c'est l'histoire d'un colon italien qui épouse une Éthiopienne. Bon, c'est impensable dans le colonialisme anglais ou hollandais. Impensable, ce genre de choses. Allemand, n'en parlons même pas. Non, mais sans blague, hein, le colonialisme allemand en Afrique ou dans le Pacifique, ça a été une horreur. Hein, bon, mais voilà, vous voyez, c'est aussi ça qu'il faut avoir en perspective. Hein, et c'est pour ça qu'en Afrique, l'une des colonies où il y a eu le plus de entre guillemets de pieds noirs et de colons qui sont implantés, qui sont métissés, c'est en Angola et au Mozambique, mais surtout en Angola portugais. Vous voyez, ça a joué aussi ces facteurs-là. Et pour terminer, pour boucler sur ça, en fait, les Français étaient pas du tout non plus complètement désintéressés, mais le paradoxe, en fait, c'est que du point de vue des autorités coloniales et de l'Église, c'était les Amérindiens, on va les franciser, on va les christianiser. Et en fait, ce qui s'est plutôt passé, c'est que vous avez en fait des Français qui se sont ensauvagés, amérindianisés, en fait. Ouais. Exactement. Alors il y a cette figure mythique du coureur des bois, mais même au-delà de ça, en fait, c'était un environnement très difficile. En fait, ils se sont adaptés aussi au mode de vie des populations locales, parce qu'il faut voir ce que c'était quand même de l'hiver, notamment canadien. Et puis en fait, quand on arrive, on n'est pas autonome en agriculture, donc en fait, on va aussi faire de la chasse, de la cueillette. En fait, puis il y a cet appel des bois, en fait, parce que là-bas, mine de rien, la Nouvelle-France, c'est quand même une France miniature. C'est-à-dire quand même, vous avez des seigneurs, vous avez des droits seigneuriaux, vous avez un curé. Donc, en fait, on traite un agriculteur avec un curé sur le dos. Et en fait, cette espèce d'appel de la liberté de la nature et cette fascination aussi pour cette civilisation amérindienne où il y a une forme de liberté, une relation, un système beaucoup moins pyramidal, beaucoup moins hiérarchique, une liberté sexuelle aussi, culturelle sur plein d'aspects, qui fait qu'une bonne partie d'entre eux finalement, puis effectivement le coureur des bois, c'était des hommes qui partaient, qui se faisaient trappeurs, ils allaient vivre dans les tribus, ils apprenaient la langue, très souvent ils épousaient des Amérindiennes. Et puis des fois, ils revenaient complètement tatoués, habillés à l'amérindienne. Ça faisait scandale pour les curés de la vallée du Saint-Laurent et tout. Mais ça, c'est la société canadienne a été vraiment le produit de ce métissage. Et en tout cas, même il y avait beaucoup de Mérindiens qui, en fait, ces gens-là ont cohabité. C'était presque une espèce de colocation, si vous me passez l'expression. Et donc, ils se sont influencés mutuellement, en fait, très fortement. Et ça, c'est un cas assez unique à l'échelle des Amériques, d'une espèce de multiculturalisme, et qui a été assez volontaire. Alors que pour moi, du côté en espagnol, il a été un peu plus subi, quoi. C'est un peu le planteur qui saute la bonne noire et bien sûr, bien sûr. Mais n'empêche que il y a un degré de différence avec le anglo-saxon. Ça a bien abouti à un métissage, mais il était un peu moins. Oui. Mais je suis d'accord. Voilà. Et là, on va enfin en arriver à. Parce qu'il paraît que ce serait le sujet du jour. Non, en fait, on arrive à la guerre de succession d'Autriche, mais. En fait, vous avez deux conflits qui vont se suivre. Donc, je vous ai dit, vous avez eu 30 ans, globalement, de paix. Et donc, en fait, surtout, une paix qui a vachement plus profité à la France et à l'Angleterre. Et donc, en fait, vous avez vraiment une expansion absolument incroyable de l'empire colonial et commercial français durant cette période 1710-1740, avec une Angleterre qui regarde ça de façon très jalouse, qui va en fait la France même la rattraper au niveau commercial. À l'époque, la France a 1600 navires de haute mer, je vous dis... Et c'est elle aussi c'est elle qui contrôle les meilleures situations dans les Antilles. Et donc il y a presque aussi le plus de production coloniale sur ça. Et alors là, ça va quand même repartir d'une guerre européenne. Ça, je vous le fais très très vite. En gros, vous avez une crise de succession dynastique. Faut que je parle plus doucement en Autriche. Et alors là, malheureusement, je vous avais dit finalement que d'une certaine façon, cette rivalité franco-autrichienne était caduque. La France n'avait plus d'intérêt à aller affaiblir l'Autriche. L'Autriche, à cette époque-là, en fait, elle a la Prusse, qui est dans l'ongle, qui est en train d'émerger. Elle a la Russie aussi, qui émerge. Elle a l'Empire ottoman. Elle a été repositionnée comme une puissance d'Europe centrale. Elle est entourée de puissances montantes. Elle a autre chose à foutre que d'être en guerre contre, à l'époque, ce qui est quand même la superpuissance démographique et militaire de l'Europe et qui reste quand même un peu le rouleau compresseur. Même si pas aussi imbattable qu'on veut bien le dire. Et en fait, le problème, c'est que vous allez avoir toute une espèce d'aristocratie française, un peu, un espèce de façon pavlovienne, en fait, sans l'odeur du sang, et se dit, bah tiens, l'Autriche est en difficulté, allons-y, et faisons chier la maison d'Autriche, ça fait 300 ans qu'on fait ça,
Bon, et là, vous avez aussi même cet aspect un petit peu de noblesse de l'époque. Ça fait 30 ans que la noblesse, elle est pas en guerre. La noblesse, vous avez vraiment cette haute noblesse qui veut vraiment tirer ses heures de gloire, d'être à la tête des armées. Donc là, voilà. Des heures de gloire, ouais. Ouais. Ouais, mais il y a quand même ce truc, tu sais, aussi d'avoir le titre, le prestige, d'avoir son bâton de maréchal de France. Elle a vraiment été transformée en courtisan, en fait, à l'époque. Donc bref, en fait, la France s'embarque dans cette guerre, malgré que Louis XV et le cardinal de Fleury, qui a été le grand ministre, premier ministre de Louis XV, ait tout fait pour l'en empêcher. Elle va s'embourber en Allemagne, elle va s'embourber en Italie. Mais ce qui se passe aussi, c'est que l'Angleterre, elle, soutient l'Autriche. Et donc là, on en arrive à ce que la France et l'Angleterre se retrouvent officiellement en guerre l'une contre l'autre. Et ça, c'est le premier grand choc, vraiment, de cette rivalité du XVIIIe siècle. Sachant que l'Angleterre, déjà, dès 1739, elle avait aussi déclaré la guerre à l'Espagne, qui est l'allié traditionnel de la France. Il faut se dire, en fait, que depuis qu'on a placé un Bourbon sur le trône d'Espagne, les deux monarchies ont été séparées. D'ailleurs, c'est toujours aujourd'hui, le fameux Louis XX de Bourbon, le banquier, là, c'est le descendant de Philippe V d'Espagne, qui est le petit-fils de Louis XIV. C'est toujours cette dynastie qui est aujourd'hui sur le trône d'Espagne. Et donc, en fait, on a là vraiment un premier grand choc, en fait, entre la France et l'Angleterre au niveau mondial. Là, cette fois, ça part d'Europe, une fois qu'elle se déclare la guerre, mais ça va se décliner dans le monde colonial, en Amérique du Nord, dans les Indes. Parce que ça, j'aurais pas trop le temps de vous développer aussi, mais il se trouve que la France, grâce au génie et aux initiatives, en fait, de ces gouverneurs de la Compagnie des Indes britanniques à Pondichéry, et aussi dans... Française. Oh, pardon, ouais. Française, autant pour moi. Et aussi des îles Mascarènes. En fait, c'est ce qui correspond aujourd'hui à l'île de la Réunion et l'île Maurice. À l'époque, en fait, c'est contrôlé par la France. C'est une escale stratégique sur la route des Indes. Vous avez aussi un gouverneur là, qui est un Malouin, qui va prendre... En gros, les Français se sont retrouvés, en fait, en situation de prédominance aux Indes, sans vraiment... Vraiment, là, par l'initiative des gouverneurs, qui vont faire vraiment de la géopolitique très brillante. Je vous développe pas dans le détail. Et puis, du coup, on a effectivement cette grande rivalité en Amérique du Nord. En fait, les 13 colonies se sentent littéralement encerclées, en fait, par cette nouvelle France sous-peuplée, et n'ont de cesse, en fait, de faire pression auprès de Londres pour en finir, en fait, et pour en finir, en fait, avec envahir une bonne fois pour toutes le Canada français. Et je vais aller directement, en fait, aux grandes innovations et aux grandes ruptures qu'on enregistre déjà, en fait, durant cette guerre. Déjà à l'époque, vous avez une Royal Navy qui va être capable d'être déployée partout, d'empêcher des convois, de défendre son île contre une tentative déjà de débarquement en Angleterre. Ça va être une grande tradition du XVIIIe siècle, une grande tradition d'échec aussi. L'Angleterre aussi innove en faisant des attaques sous faux drapeau. Ça nous rappellera quelque chose après aussi. Elle est en guerre contre l'Espagne, elle est officiellement pas en guerre contre la France. Et puis on dit qu'on les a pris pour des Espagnols. D'ailleurs, pour déclencher la guerre contre l'Espagne, parce qu'en fait, elle n'était pas satisfaite en fait de l'accès au marché qu'elle avait, donc elle faisait vraiment de la contrebande sur toute la Nouvelle-Espagne. Les Espagnols commençaient à en avoir marre, ils avaient mis des gardes-côtes. À un moment, il y a un incident diplomatique. En fait, les Anglais vont récupérer cet incident, faire une mise en scène au Parlement pour justifier la guerre. Il y a vraiment un côté la fiole d'anthrax de Colin Powell. C'est vraiment non mais c'est vraiment ça. C'est un incident monté de toutes pièces, mis en scène pour justifier l'entrée en guerre avec la presse belliciste. T'as des mauvaises pensées. Toujours. Elle a aussi innové notamment dans la guerre navale. On pense tous que c'est à Trafalgar que pour la première fois les Anglais brisent la ligne de fil. En fait, dès cette époque-là, alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, donc l'Angleterre, elle a 120 navires de ligne. La France en a à peine qu'une cinquantaine. La France, de toute façon, quand à la fin de l'époque de Louis XIV, il y a basiquement plus de marine. En fait, on a complètement laissé tomber la marine de guerre. Elle est dans un état d'abandon total. Et en fait, vous avez un ministre de la marine qui va arriver en 1720, qui s'appelle Maurepas, qui a été un des meilleur ministre de la marine sûrement que la France ait eu, et un des rares mecs qui à l'époque avait vraiment une vision des intérêts mondiaux de la France, qui n'était pas du tout le cas de tout le monde à Versailles. Et en fait, lui, sa stratégie, ça va être de se dire, de toute façon, de toute façon, j'ai pas de budget, j'ai jamais de budget, ça n'a pas trop changé. Et du coup, de toute façon, je pourrais jamais aligner autant de navires que les Anglais. Donc, en fait, on va privilégier la qualité plutôt que la quantité. On va innover sur le plan technologique et en fait, il va y avoir une espèce de révolution navale silencieuse. En fait, on va faire des prototypes. On va partir de toutes les impasses du navire de guerre du XVIIe et on va concevoir en fait ce qui va devenir qui sera en fait le navire standard de la seconde moitié du XVIIIe siècle que tout le monde va copier après. Il s'appelle le vaisseau 74 canons.
et la frégate. La frégate, c'est l'espèce de cheville ouvrière des navires à l'époque qui permettent de faire des missions, de l'exploration. Et le 114 canons, c'est le gros navire de ligne des combats, en fait. Et donc, quand vous arrivez à cette guerre, en fait, la France, l'Angleterre a 120 navires de ligne et la France n'en a que 50. Donc, politique défensive totale. La doctrine de la France, c'est on protège les convois coûte que coûte. Et l'idée, c'est que l'escorte de guerre se sacrifie pour laisser passer le convoi. Alors que la doctrine anglaise, c'est exactement l'inverse. Tant pis, on perd le convoi, mais on préserve nos navires. Et en fait, il y en a entre 44 et 48, en fait, vous avez une gigantesque bataille des convois dans le monde atlantique. Faut se rendre compte qu'en fait, à l'époque, un convoi des Antilles, le convoi annuel des Antilles qui rentre en France, c'est presque la moitié du budget de l'État, en fait, dans un convoi. C'est monstrueux, en fait. Vous êtes obligé de faire des convois en période de guerre. Et du coup, on met en fait les meilleurs officiers de l'époque sur ça. Ils vont briller. C'est des gens complètement oubliés aujourd'hui, mais qui se sont brillamment quittés de leur mission. Et les Anglais, classiquement, quand ils voient que ça marche pas, ils innovent. Et ils mettent en place des nouvelles choses. Et en fait, ils vont vraiment créer en place ce qu'on va appeler le Western Squadron, qui va avoir une importance phénoménale durant la guerre de 7 ans. C'est-à-dire, c'est une espèce d'escadre britannique qui est tout entière tournée sur le fait de couper les liaisons maritimes de la France, de faire du blocus maritime, d'asphyxier en fait l'activité maritime et de tomber sur les convois français. Et ça va pas manquer. Les escortes françaises vont se faire tomber dessus par ce squadron. J'aurais grand plaisir à vous raconter ces combats parce que c'est des batailles navales complètement oubliées alors qu'elles vont avoir une portée retentissante et où on va voir des défenses. Les nouveaux navires français en fait qui sont là au compte-gouttes vont faire des défenses absolument épiques. Mais voilà, en fait, c'est du coup cette guerre de succession d'Autriche, surtout quand on en arrive en 1748, en fait, la France s'en sort super bien. En fait, elle s'était embourbée en Allemagne et en Italie. Mais par contre, elle a eu le coup de génie, en fait, à partir de 1845, de conquérir les Pays-Bas, ce qu'on appelle à l'époque les Pays-Bas autrichiens. C'est la Belgique actuelle, en fait. Et c'est-à-dire qu'un truc, en fait, que Louis XIV aurait toujours rêvé de faire, les armées de Louis XV vont faire ça en 3 ans, annexer toute la Belgique. Et alors ça, c'est génial parce que avec ça, vous tenez tous vos ennemis par les cacahuètes. Parce que quand vous tenez, pour être poli, parce que quand vous tenez la Belgique, déjà, vous tenez une des régions les plus riches de l'Autriche qui n'a qu'une envie, c'est de le récupérer. Vous contrôlez en fait, Anvers et les Fers de l'Escaut. Donc en fait, vous êtes les Flandres, c'est un pistolet braqué sur l'estuaire de la Tamise en fait. L'Angleterre ne peut pas se permettre que les Flandres soient occupées et contrôlées par la France. C'est une question de sécurité nationale. Et alors que l'Angleterre en fait finalement, elle avait réussi à conquérir un lieu absolument fondamental de la Nouvelle-France qui est la forteresse de Louisbourg. Vous avez dit tout à l'heure que la France avait perdu notamment un bout de terre qui s'appelait la Nouvelle-Écosse et qu'en fait, en compensation, on avait créé un nouveau port qui était à la fois l'entrepôt de la Nouvelle-France et en fait, c'était le verrou du Saint-Laurent. Ça servait d'abriter les escales, c'était la voie de retour, ça sécurisait la pêche à la morue, ça permettait de rentrer directement. Vous savez, quand on allait en Amérique du Nord, on descendait le long des côtes de l'Afrique, on passait par les Antilles et en fait, on revenait par l'Atlantique Nord à cause de la direction des courants et des vents en fait. Et donc les Anglais en fait capturent ça. Mais n'en font rien. Ils envisagent un peu peut-être l'invasion du Québec, mais ça reste qu'à l'état de plan, ils vont pas plus loin. Et donc la France, en fait, elle a fait des conquêtes territoriales super, et Louis XV dit « Retour au statu quo, antebellum ». Je restitue tout ce qu'on a été conquis, mais par contre, vous me rendez tout ce que j'ai perdu dans les colonies. Et avec ce qu'elle a conquis, en fait, les Anglais n'ont pas d'autre choix. Et même si ça hurlera à Boston, du côté des Américains, d'avoir conquis cette forteresse qui était la première étape pour aller abattre le Canada français, les Anglais vont le rendre parce que ils peuvent pas accepter que la Belgique reste française. Et ça, donc en fait, ça c'est vraiment aussi la philosophie très importante de Louis XV. C'est quand même vraiment un souverain qui considère qu'à l'époque, la France a atteint ses frontières naturelles, en fait. Il n'y a jamais eu ce délire de la rive gauche du Rhin, faut l'oublier. Ça, c'est la frontière de la Gaule. Les rois de France, les rois Bourbons n'ont jamais eu cette intention de porter la frontière à la rive gauche du Rhin, parce que si vous contrôlez la Belgique et tout, vous avez un casus belli éternel avec tous les grands voisins, et c'est juste pas possible pour l'équilibre continental. Oui, il va falloir encore vraiment beaucoup accélérer. Et la France je vais vraiment aller très vite. La France, du coup, va même là, en fait, cet équilibre des puissances dont elle se pose maintenant en garante et en arbitre à l'échelle de l'Europe, elle va même tenter de l'imposer, en fait, aux Anglais.
et avoir toute une séquence de négociations qui est engagée. L'idée, c'est de dire, en fait, le problème, c'est que toutes les frontières qu'on avait définies dans les traités précédents, faut imaginer, c'est des gars, ils font ça des cartes à Versailles, ils ont jamais mis les pieds sur place. On parle des fois de diplomatie des lointains. Il y a vraiment une notion d'espace-temps à l'époque qui est absolument remarquable. Et l'idée, c'est de régler ces contentieux pour en fait se partager un peu diplomatiquement le monde. Et alors les Anglais vont mener une espèce de double jeu en faisant ça, mais en fait, on va être rattrapé par les frictions dans le monde colonial. Vous avez expliqué du coup qu'en fait, ce qui se passe, c'est notamment en Amérique du Nord, ça, Laurent, vous en avez déjà parlé aussi, vous avez une région absolument stratégique pour les Français qui s'appelle la vallée de l'Ohio, juste de l'autre côté des Appalaches. C'est absolument stratégique parce que c'est à la fois le couloir de communication entre le Canada et la Louisiane, qui sont les deux bassins de peuplement, je suis pas dans le bon sens, mais ouais, de l'Amérique française, et aussi des voies est-ouest, la plaque tournante du commerce de la fourrure. Et en fait, les Anglais, ils commencent à être à l'étroit, en fait. Vous commencez à avoir une élite coloniale qui voit cette immensité de cette nouvelle France sous-peuplée, sous-exploitée. Et il faut savoir notamment qu'une des grandes économies de l'époque des États du Sud, c'est la culture du tabac. Le tabac, c'est très gourmand en terre, il vous faut toujours des nouvelles terres. Et en fait, du coup, on commence à regarder de l'autre côté, en fait. Et puis, il y a cette sensation d'encerclement. Et donc, vous commencez à avoir des Anglais qui commencent à pénétrer vers cette vallée de l'Ohio. Les Français réagissent en venant militariser la zone. Je vous le fais très très vite, mais ça finit par avoir une ambassade en fait française qui se fait fusiller par une petite escouade de miliciens virginiens commandée par un certain George Washington, qui n'est vraiment pas entré dans l'histoire par la grande porte. Et en fait, et là en fait vous avez cette étincelle, et donc là vous voyez ça part du monde. Et alors qu'on est en train de négocier le partage du monde, et que même au niveau des deux cours, on avait abouti à un règlement des contentieux dans les Antilles, dans les Indes. L'idée notamment c'était de sanctuariser l'océan Indien en fait, et d'en faire une zone neutre pour que la France elle puisse se concentrer sur le monde atlantique. On est rattrapé en fait par la guerre, et en fait cette fusillade ça déclenche une tempête à Versailles et à Londres. Là l'Angleterre décide carrément d'envoyer l'armée professionnelle en fait pour aller prendre ce fort français. La France décide elle aussi de son côté, mais dans une optique défensive, c'est-à-dire Louis XV jusqu'au bout, il essaiera de maintenir la paix, alors que l'Angleterre a fait le choix de la guerre, surtout le lobby colonial et industriel en fait, qui lui vraiment veut aller à la guerre, et il y a intérêt. Et donc là en fait ça y est, je vous développe pas du coup la partie prussienne qui est beaucoup moins intéressante, mais du coup à partir de 55-56 en fait la guerre est officiellement déclarée. Et le paradoxe, c'est que au début, ça va bien se passer pour la France, en fait, au point même que l'Angleterre envisagera de négocier la paix tellement au départ, c'est un chou blanc, en fait, comme la guerre précédente, c'est-à-dire qu'elle atteint pas ses buts de guerre, elle a mis énormément d'efforts et elle a absolument pas réussi à briser. Donc, en fait, comme les Franco-Canadiens, en fait, vont faire la guerre à l'amérindienne, en fait, hein. Ils vont être très pragmatiques, on fait pas de bataille à l'européenne. Faut voir que c'est essentiellement des miliciens canadiens, des troupes de la marine, et puis vraiment tous les alliés amérindiens, en fait, hein. C'est-à-dire que les Anglais envoient une colonne dans les bois qui va se faire absolument étriller, et au départ, donc ça va très bien marcher. Au début aussi, il y a un contingent français qui prend l'île de Minorque aux Britanniques. Alors ça, c'est un séisme aussi à Londres, qui fait que c'est là où la fameuse phrase de Voltaire, l'amiral se fait fusiller pour faire un exemple, pour encourager les autres. Et ça, en fait, ça va propulser au pouvoir un fameux William Pitt, qui est sûrement un des plus remarquables et brillants ennemis que la France et inflexible que la France n'ait jamais eu en face, qui lui dit vraiment on mise tout en fait sur l'outre-mer, on déploie toutes nos forces, on abat l'empire colonial français, enfin par ses points stratégiques, on envahit le Québec. En fait, et en même temps on profite de notre hégémonie pour couper les liaisons maritimes entre la France et ses colonies. Et on fait juste ce qu'il faut de diversion en Europe et en Allemagne pour fixer des forces françaises. Ça va remarquablement bien marcher, c'est-à-dire que alors les Anglais, autre stratégie absolument machiavélique et géniale en même temps. En fait, il faut savoir que la France a un réservoir de 100 000 marins. Un marin, à l'époque, les marins, c'est des gens très qualifiés qui se remplacent pas comme ça. On remplace beaucoup plus difficilement un bateau qu'un marin. Et la France a un réservoir de 100 000 marins. Et en fait, l'Angleterre, en fait, pendant de 54 à 56, en fait, elle attaque la France, partout.
sans déclaration de guerre, et elle va rafler des dizaines de milliers de marins civils, donc les bateaux des navires de pêche, toute la marine marchande, et après les envoie dans des bateaux prisons en fait en Angleterre. À la fin de la guerre, il y aura 60 000 marins français, plus de la moitié, qui croupiront dans des bateaux prisons. Vous en aurez un quart qui reviendra pas. De là vient aussi la marine, la haine des marins bretons et ce sentiment vraiment dont je parlais tout à l'heure, ouais. Sursaut et ce désir de revanche justement. Pas uniquement breton, toutes les côtes, je te dis. Ouais. Mais parce que, alors l'Angleterre aussi, même à cette époque, elle porte le blocus. En fait, elle bloque les ports français. La flotte française qui est basée à Brest ne peut même pas sortir. Elle fait même des rafles dans les ports. Elle va occuper Belle-Île. Enfin, en fait la côte devient une frontière. C'est-à-dire que la frontière de l'Angleterre, c'est pas les îles britanniques, c'est la côte de l'adversaire en fait. C'est ça que permet la suprématie navale et maritime totale qu'a l'Angleterre à l'époque. Et donc la France, elle va, au départ en Amérique du Nord, elle tient bien, et puis après, là l'Angleterre met les bouchées doubles. Et en 58, elle reprend, puisque la France lui avait recédé à la fin, la forteresse de Louisbourg. En gros, c'est la porte d'entrée du Canada français. Et après, en 59, invasion du Québec sur 3 axes. Invasion maritime, on remonte le golfe du Saint-Laurent pour aller assiéger Québec, qui à l'époque est vraiment la capitale de la Nouvelle-France, le cœur névralgique en fait de l'Amérique française, et une des forteresses les plus imprenables du continent. Une autre armée qui monte sur Montréal, une troisième qui passe par les Grands Lacs. Et je vous fais rapidement je vous fais pas le siège de Québec, mais la citadelle va finir par tomber. Sûrement d'ailleurs à cause d'une trahison des élites locales, mais bon, ça, si vous voulez, on pourra revenir dans les questions. En 60, Montréal tombe, et en fait, en 3 ans, en fait, l'année 59, on parle des fois de l'annus mirabilis, en fait, de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de perfect, de all-in. C'est-à-dire que sur tous les plans, elle bloque la France en Allemagne. En 59 aussi, elle étrille la flotte française. Il y a 2 batailles navales successives où la française et la flotte de guerre française est virtuellement rayée de la carte. À la bataille de Lagos, puis des Cardinaux dans la baie de Quiberon. Et parce que l'idée, c'était notamment de tenter. En fait, comme on avait en Allemagne, on est bloqué. On est en train de tout perdre dans les colonies. En 59, les Français jouent un dernier va-tout. On essaie de débarquer, d'envahir l'Angleterre. Comme d'habitude, ça va lamentablement foirer. Il y a une histoire qui dit une malédiction pèse sur toutes les invasions. sauf celle de 1766 aussi, oui. Et après, à partir aux Indes, c'est pareil. En fait, la France, ses liaisons maritimes sont coupées. En fait, elle a virtuellement plus de marine. Donc, en fait, elle peut juste assister impuissance à ces colonies qui tombent les unes après les autres. C'est-à-dire que les comptoirs d'Afrique de l'Ouest, qui sont aussi l'endroit qui sert de comptoir à esclaves pour les Antilles, sont pris. La Guadeloupe est capturée. Aux Indes, tout tombe les uns après les autres. La France arrive à faire entrer l'Espagne en guerre seulement pour que l'Espagne se fasse prendre à la Manille et à la Havane en 62. Imaginez quand même à l'époque que l'Angleterre, à 3 mois d'écart, en août, elle est capable de capturer une des plus grosses forteresses et ports espagnols dans les Caraïbes et de l'autre bout du monde aux Philippines. Je sais pas si vous imaginez l'exploit logistique et militaire et amphibie que ça représente pour l'époque. C'est absolument inimaginable. Ça montre à quel point vraiment à l'époque la Royal Navy est vraiment un des systèmes d'armes les plus aboutis du moment. Donc en fait, quand on arrive aux négociations de paix, en fait, basiquement, la France, elle a genre 0 carte en main. En fait, elle a juste tout perdu, et elle va quand même réussir à sauvegarder l'essentiel de son point de vue, à savoir ces îles. En fait, le plus rentable, les matières premières stratégiques, les îles à sucre des Antilles. Saint-Pierre-et-Miquelon, ça date de là. C'est parce qu'en fait, on voulait garder un accès sur place pour l'accès à la morue de Terre-Neuve. Et d'ailleurs, c'était une condition sine qua non pour signer le traité. Et aussi parce que ça servait de pépinière d'entraînement, en fait, aux marins français. Pardon? Ça a été oublié dans le traité aussi, dans Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans la liste des îles, en fait. Attends, oublié, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Dans les traités qui ont été signés. Non, au contraire, il vient de dire que c'était bien spécifié que Saint-Pierre-et-Miquelon restait français. Ok, on lâche le Canada. Ils ont envisagé plusieurs trucs. Ok, on lâche toutes les Indes et on garde le Canada. Il y a plein de trucs qu'on négocie, mais en fait, ça a été vraiment le raisonnement matière première stratégique. Donc, le plus rentable, le sucre et les îles à sucre, puis c'est aussi coton, café, etc. La morue de Terre-Neuve, en gardant justement Saint-Pierre et Miquelon.
Et l'idée aussi, c'était il faut se dire que toute la pensée à l'époque de la France, c'est de maintenir la bonne relation avec Madrid et avec l'Espagne. Et donc, il faut contenter toujours et envoyer des gages à l'allié espagnol. Et une des conditions, c'était de maintenir l'intégrité de l'Empire espagnol. Et donc, pour ça, comme on cède la Floride, la France va donner sa Louisiane. En fait, la Louisiane va être, c'est-à-dire toute la Louisiane à l'époque, c'est ce qui va devenir en fait la rive ouest du Mississippi, entre ça et les Rocheuses, qui va être cédée à l'Espagne. Et donc la France, la présence française est littéralement effacée en fait du continent nord-américain, tout simplement. En Inde, elle garde quelques comptoirs et surtout les brillants en fait gouverneurs qu'on a considéré qu'ils étaient trop ambitieux et qu'en fait pour Versailles, le problème c'est que sur place, c'était un nouveau front en fait. Comme ils menaient une politique qui marchait trop bien, bah ça alimentait aussi là sur place les frictions avec l'Angleterre et donc du coup ça créait un nouveau front et l'idée c'était non, on se concentre sur le monde atlantique. Donc on a envoyé un os à ronger aux Anglais, on a viré nos gars les plus brillants et la France retrouvera jamais la suprématie, la position de presque prédominante à l'époque de Dupleix. Il faut se dire que la France règne peu ou prou sur le quart de l'Inde et une population 40 millions d'habitants et un truc qui représente 20% de la richesse mondiale en fait. Et donc le fait que les Britanniques vont le récupérer, ce sera pas neutre aussi dans la puissance qu'ils déclencheront. Et bon, j'avais tout un truc pour vous dire pourquoi la France, quelles ont été les grandes causes de la défaite, mais. Puis vas-y. Oui, vas-y. Ça 5 minutes, ça c'est quand même important. Bon. Alors, vraiment, on va dire d'abord dans les grandes causes conjoncturelles. Vous avez eu notamment un ensemble de catastrophes sanitaires. Faut vous montrer qu'à l'époque, la question de gérer les maladies, les épidémies sur les bateaux, c'est absolument fondamental. En fait, un des convois français qui part en Amérique, quand il revient, il ramène la peste à Brest. Brest, à l'époque, c'est le premier arsenal et c'est un des plus grands sites industriels du monde. Donc, on débarque à Brest, on tue 10 000 personnes sur les 30 000. Donc, en gros, le premier port de France est hors circuit pendant 1 an. On peut considérer même que la guerre de 7 ans était perdue, peut-être rien que presque déjà avec ça. Le fait de s'allier avec l'Autriche, finalement, c'était pas du tout intéressant parce qu'en fait, on les a aidés dans leur guerre contre la Prusse, mais ça a rien rapporté et ça a pas fait qu'on pouvait pas conquérir les Pays-Bas autrichiens comme avant parce qu'on s'était devenu l'allié. Vous avez la disgrâce de tous les ministres en fait les plus compétents de l'époque. C'est pour des obscures histoires qu'ils n'étaient pas trop aimés par la Madame de Pompadour. Donc Maurepas, qui est un des gars les plus qualifiés de l'époque à son poste, qui est ministre de la Marine depuis 25 ans, on le vire. Le ministre des Finances, on le vire. Les 2 brillants gouverneurs qu'on avait dans les Indes, on les dégage. Donc si vous voulez, si vous virez les gens qualifiés, faut s'imaginer aussi qu'à l'époque, à la tête de la flotte qui se fait étriller là en 59, c'est le gars Conflans, c'est un mec qui a 70 ans, qui a peut-être plus mis les pieds sur un bateau depuis 40 ans et qui a surtout pour vertu de sucer à Versailles, pour faire simple. Donc voilà. Donc, je veux dire, alors que du côté anglais, l'amirauté et tout, je veux dire, il y a une méritocratie. Je veux dire, on met des gens compétents et qualifiés. En fait, ça c'est une différence fondamentale. Vous avez aussi l'opposition quand même interne des parlements. C'est-à-dire que du côté anglais, le Parlement vote à l'unanimité les crédits de guerre. C'est-à-dire tout le pays se mobilise et est complètement engagé. Il y a une unité politique dans la guerre contre la France. Du côté français, on a des parlements de origine dans le Parlement de Francie qui refusent tout simplement déjà de voter les crédits de guerre et qui se mettent en grève, quoi. Et encore plus sympa, vous avez le prince de Conti qui est un des cousins du roi de France qui lui carrément essaie d'impulser un soulèvement protestant façon guerre des Camisards en 57, en pleine guerre de 7 ans. Voilà, donc avec des amis pareils, vous n'avez pas besoin d'ennemis. On peut dire aussi cette stratégie un peu fils de putienne des Britanniques au sens où voilà, ils vont attaquer. Non mais à l'époque, ça fait scandale. Je veux dire, il n'y a pas de loi de la guerre écrite, mais il y a une espèce de loi internationale de la guerre non écrite, en fait, des principes un petit peu d'honneur. Ils vont attaquer sans déclaration de guerre pour y faire le maximum de dégâts possible. Toute la rafle qu'ils font des marins français, enfin c'est complètement entre guillemets illégal à l'époque, ça va vraiment choquer la France mais aussi les cours européennes, mais ça va très bien marcher. Voilà, des amiraux, voilà, vous avez aussi des amiraux très audacieux qui vont vraiment rompre la doctrine navale. Quand je vous parle de la bataille de la guerre, la bataille des Cardinaux, c'est la flotte française se réfugie dans la baie de Quiberon. On est en novembre, en pleine tempête. Elle est poursuivie par l'escadre britannique. Ils se réfugient dans la baie, dans une eau où il y a des récifs, en se disant jamais ils vont nous suivre là-dedans. C'est pas possible. Et ben ils l'ont fait. Et la France là se fait étriller basiquement sa marine. Donc il y avait quand même cette audace. Et même ça fait penser, c'est au côté irrationnel aussi, tu sais, qu'on peut attribuer à l'ennemi. Et après, vraiment, si vous êtes dans les raisons vraiment là structurelles, les causes profondes, parce que
Il y a des causes très profondes qui expliquent qu'on en soit arrivé là. Vous avez de toute façon l'infériorité de la marine royale de façon générale face à la Royal Navy. J'ai pas forcément abordé, mais vous avez l'amirauté, ils ont un système de ravitaillement en mer. Enfin, ils sont en avance, on va dire, sur quasiment tous les domaines en fait. En Nouvelle-France, vous avez cet énorme différentiel démographique en fait où vous avez un colon, vous avez un Français pour 20 Britanniques en fait en Nouvelle-France. Alors même si elle était en train de décoller avec la natalité et qu'avec finalement avec les alliances amérindiennes, ça aurait pu tenir, mais le problème c'est que quand vous êtes complètement dépendant comme ça de votre métropole, si les liaisons maritimes sont coupées, vous pouvez pas vous en sortir. Et je sais plus si je l'ai dit que c'était le truc très important quand même. Pourquoi le Canada, alors qu'il rapportait rien, les Français, Versailles avait autant investi là-bas, c'est qu'en fait cette immense Nouvelle-France, en fait, elle servait de défense dans la profondeur des Antilles. L'idée, c'était qu'en fait, avec ces petits forts en fait qu'on a au fin fond, on va fixer et aspirer et mobiliser des forces considérables de l'ennemi qui pourra pas mobiliser ailleurs. En fait, c'était vraiment ils appelaient ça le boulevard pour protéger en fait l'essentiel, les Antilles, d'un point de vue assez cynique, parce que pour les Canadiens, pour le coup, eux, c'était devenu leur patrie en fait. Sachant que pour l'Angleterre, la stratégie de diversion inverse, c'était faire que la France mobilise et envoie le maximum et s'épuise le maximum dans une guerre continentale, et que tout ce qu'elle mettra dans ses forces terrestres, c'est ce qu'elle pourra pas mettre dans sa marine en fait. Vous avez, ça on en a parlé un petit peu de l'asphyxie de la dette publique. À l'époque, quand même, il faut vraiment se rendre compte quand même qu'à l'époque, les grands intérêts financiers, ils sont à la City, ils sont pas à Paris, et que l'Angleterre ne manquera jamais de prêteurs. L'Angleterre, elle est plus endettée que la France à l'époque. La France, quand elle émet des dettes, personne n'y souscrit. Bon, alors elle a peut-être dû créer une banque publique, mais c'est un autre sujet. À l'époque, l'Angleterre ne manque jamais de prêteurs. Elle a un petit peu les fonds illimités des grands intérêts financiers internationaux, donc ça a quand même pu aider. Vous avez un discours des Lumières aussi qui était profondément anti-Canada. Voltaire n'a eu de cesse d'écrire que le Canada, c'était vraiment un monde de glace et de castors et d'ours, que ça servait à rien, et qu'est-ce qu'on se faisait chier à garder ça. Mais ils n'étaient pas forcément anticolonialistes, les Lumières, parce qu'il y en avait pas mal qui avaient des gros qui étaient actionnaires de la Compagnie des Indes, donc c'était là où ça les arrangeait. Commencer par Voltaire, d'ailleurs. Oui. Oui. Vous avez finalement, ça avait été développé aussi dans la première conférence, on peut dire quand même un archaïsme, c'est-à-dire que l'Angleterre est une puissance plus efficace, plus moderne sur quasiment tous les aspects. Elle a une fiscalité très efficace, c'est un pays qui est plus organisé, plus urbanisé, plus industrialisé, qui a un système vachement plus méritocratique. Elle a aussi quand même une haute noblesse qui est partie prenante du développement économique et maritime du pays, alors qu'en France, vous avez quand même... Mais c'est là que vous voyez que la France est basiquement de base un grand pays agricole, en fait, un pays de terriens, et qui inscrit un peu une espèce de logique de rentier et de terrien. Et puis en fait, on pourrait aller même encore sur la vision de la puissance. En fait, à l'époque, finalement, la France s'est retrouvée à la tête d'un empire mondial. Elle s'est même se trouvée en situation de domination aux Indes, sans même vraiment l'avoir cherché ni théorisé. Et même quand on s'en rend compte, elle va dire « Oh là là, c'est un peu trop brillant tout ça. » Bon. Et elle va virer finalement les mecs qui avaient permis ça. Là où l'Angleterre vraiment s'est donné cette ambition, vise en fait vraiment le fait d'obtenir cette suprématie commerciale et maritime, a cette ambition et se donne les moyens de ses ambitions en fait. Et alors, je voudrais juste vous terminer sur une ultime citation de Chateaubriand, qui est écrit au tout début du 19e siècle, je crois que c'est dans les Mémoires d'Outre-Tombe, qui résume un peu parfaitement ce qui s'est joué. Alors, quel est en fait, dès le début du 19e siècle, finalement, en fait, ça y est, on commence à avoir des Français qui réalisent finalement ce qui s'est joué. Louis XV et Choiseul sont pas devins en fait à l'époque, ils se disent pas en fait en perdant le Canada on a laissé la place à ce qui deviendra un siècle et demi plus tard la première puissance du monde en fait. Mais assez rapidement, début du siècle, on se rend compte et donc Chateaubriand explique nous sommes exclus du nouvel univers où le genre humain recommence. Les langues anglaises et espagnoles servent en Afrique, en Asie, dans les îles de la mer du Sud, sur le continent des deux Amériques, à l'interprétation de la pensée de plusieurs millions d'hommes, et nous, déshérités des conquêtes de notre courage, notre génie, à peine entendons-nous parler dans quelques bourgades de la Louisiane et du Canada, sous une domination étrangère, la langue de Racine, de Colbert et de Louis XIV. Elle n'y reste que comme un témoin des revers de notre fortune et des fautes de notre politique. Et l'historien Edmond Debianski, qui est un des grands historiens de la guerre de 7 ans, surenchérit effectivement, voilà, le 19e siècle. C'est le premier à avoir compris, effectivement, le 19e siècle ne sera pas français et il sera anglo-saxon. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle,
n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.